Donc, le traitement des objections, en fait, il faut voir ça comme des mathématiques, puisque vous allez voir que c'est toujours la même de toute façon. Et il ne faut pas prendre ça comme un rejet, en fait. Déjà, avant même d'aborder l'appel et d'aborder finalement la relation avec le vendeur, ce n'est pas parce qu'il nous objecte des arguments, des contre-arguments, que c'est une preuve de rejet. Déjà, rien que d'avoir ce mécanisme va éviter inconsciemment de se mettre en confrontation. Alors voilà. L'idée, c'est de se mettre plutôt en parallèle plutôt qu'en perpendiculaire, puisque si vous allez à la confrontation, vous n'aurez jamais de rendez-vous. Donc, une objection, c'est tout simplement le fait que votre prospect a besoin d'en savoir plus, a besoin d'avoir confiance. Voilà. Alors parfois, il y aura des objections qu'on n'arrivera jamais à lever, parce que finalement, ce ne sont pas des objections, ce sont des conditions, finalement. Il y a une différence entre les deux. Et dans les objections, il y a plusieurs types d'objections. Il y a l'objection vraie, c'est la meilleure, puisque l'objection vraie, en fait, elle est fondée. C'est-à-dire que votre prospect, il a une problématique fondée, réelle, qu'il faut découvrir, qu'il faut isoler, et il faut y répondre. Et si on y répond bien, eh bien, normalement, il n'y a aucun problème, finalement, puisqu'on a répondu aux besoins. L'objection, c'est un besoin, finalement, on peut comparer ça à un besoin qui n'est pas satisfait, en fait. Et ça va être à nous de trouver les leviers pour le satisfaire. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est pour l'objection vraie. Parce qu'il y a un besoin, il y a une anxiété qui est là, il y a un besoin d'en savoir plus. Il faut trouver ce que c'est. Voilà. La deuxième objection, c'est un peu l'objection fausse barbe, la fausse objection. C'est-à-dire que le prospect, il va tout simplement vous objecter quelque chose qui n'est pas la véritable objection. Alors, qui n'est pas qui n'est pas forcément la véritable objection dans un premier temps. Donc, ça, par le jeu justement des questions et de l'isolation finalement, l'isolement de l'objection, on va découvrir la vraie objection. Ou c'est une objection fausse barbe, tout simplement parce qu'il veut tout simplement vous rappeler le tunnel, il veut enfoncer une porte et mettre un terme à la conversation. En fait, ça c'est un peu plus compliqué parce que on est un peu plus, il y a plus de chances de rentrer finalement un peu en phase de rupture où finalement la personne raccroche. C'est possible. C'est un peu plus compliqué à traiter. C'est un peu, vous savez, le vendeur qui va vous dire, je dois réfléchir, je dois en parler à mon conjoint. Voilà, des choses comme ça, qui finalement n'est pas une objection, mais qui objecte quelque chose et qui ne veut pas vraiment se livrer. Donc face à ça, il va falloir l'aider à se livrer. Notre rôle va être de l'aider à se livrer pour qu'il nous livre justement la vraie ou les vraies objections pour pouvoir les traiter. Parce que traiter, je dois en parler à mon conjoint, bah, compliqué de traiter ça, puisque c'est pas une objection. D'accord, mais vous voulez parler de quoi? Donc, il faut essayer de, par exemple, un exemple concret, si je dois en parler à mon conjoint, notre rôle va être de l'aider à discuter. Il faut vraiment lui tirer les verres du nez. Alors, ça ne va pas être, bien sûr, vous voulez réfléchir à quoi? On a tout vu. Évidemment, on ne va pas lui dire ça. On va plutôt avoir un discours un peu plus modéré, de style, très bien, monsieur le vendeur, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé pendant notre conversation? Est-ce que vous avez besoin de renseignements complémentaires sur un point? Est-ce que je me suis mal exprimé? Voilà, on va plutôt essayer d'avoir un langage un peu plus soutenu pour lui montrer qu'on est là pour le comprendre. En fait, toujours dans une position de compréhension et où on se met en parallèle et pas en confrontation. Donc ça, c'est l'objection fausse barbe. Il faut absolument qu'il se livre un peu plus pour pouvoir traiter, sinon on n'aura pas de rendez-vous. Est-ce que vous avez besoin qu'on voie un point un peu plus en détail? Est-ce que vous avez besoin de m'expliquer qu'est-ce qui vous tracasse? Expliquez-moi, monsieur le vendeur, qu'est-ce qui vous turlupine? Voilà, c'est vraiment le jeu des questions. Il y a un dicton qui dit qu'il faut bien, alors souvent, alors surtout si on est dans une fausse barbe d'ailleurs, il y a un dicton qui dit qu'il faut bien 3-4 questions pour pouvoir arriver à trouver la vraie objection. Donc ça, c'est vraiment le jeu des questions en fait. On est vraiment, de toute façon, que ce soit en pige ou en traitement d'objection, même partout en rendez-vous vendeur, dans la plupart du temps, notre métier, c'est des questions. Notre métier, c'est de poser des questions. Et puis, c'est connu qu'on gagne la confiance de quelqu'un en posant des questions et en le laissant parler. Ce n'est pas en parlant qu'on gagne la confiance de quelqu'un, c'est en le laissant parler.
On adore tous parler. On est des êtres humains. Il y a l'objection de test aussi. L'objection de test, c'est... alors ça, c'est souvent les types orgueilleux. C'est l'objection, en fait, où la personne veut un petit peu savoir ce que vous avez dans le ventre, en fait. Donc, ça va être un peu un jeu, ça va être souvent une partie de ping-pong, en fait. C'est-à-dire que vous allez poser une question, mais la personne ne va pas répondre, va vous en poser une autre, par exemple. Donc, elle va vous tester pour savoir un petit peu ce que vous avez dans le ventre. C'est un peu plus rare, mais on peut trouver des profils comme ça. Pourquoi je vous recevrai j'ai déjà 2 agences. Pourquoi je vous recevrai? Qu'est-ce que vous avez de plus? Voilà. Ça, c'est une objection de test, par exemple. Elle a besoin, pareil, d'en savoir plus. Et surtout, elle va vous pousser un peu plus dans vos retranchements. C'est à peu près les 3 grands types d'objections qu'on va trouver au fur et à mesure de votre carrière. Alors justement, je crois que je ne vous l'avais pas envoyé la dernière fois. Je vais tout de suite vous l'envoyer avant que j'oublie. Je vais vous envoyer un e-book que j'ai fait justement sur le traitement des objections. Je crois que je ne l'avais pas envoyé la dernière fois. Alors, il est où? Très bien. Il est là. Voilà. Donc, je vous le mets. Comme ça, ça fera un bon, un bon support pour... voilà, il est là. Traitement des objections. Voilà. Donc ça, c'est les 3 grands champs d'objections, les 3 grands types d'objections que vous aurez. Et c'est important de les détecter parce qu'on ne va pas forcément aborder la personne de la même façon. Si c'est une objection vraie, elle est fondée, donc du coup, on va avoir vraiment un discours cohérent, un discours concis pour rassurer la personne et finalement traiter sur quelque chose qui est fondamental pour la personne. Si c'est une objection fausse, du coup, on va devoir l'amener à cracher une objection vraie pour justement traiter. Et si c'est une objection test, il va falloir faire une petite partie de ping-pong pour justement jouer un peu avec la personne, aller dans son sens jusqu'à ce que vous décrochiez le rendez-vous. En fait. L'objection de test, c'est pas vraiment une objection, en fait. C'est plus du test en réalité. Il y en a qui n'ont pas d'objection, mais qui vont quand même vous tester. Voilà. C'est important d'avoir cette petite nuance. Et ce qui est compliqué surtout, c'est que on n'a que quelques secondes, en fait, pour détecter un petit peu et pour cerner notre personne. Et vous vous rappelez qu'en pige, on n'a pas tous nos sens. On n'a que la voix donc, et l'ouïe. Donc, compliqué pour avoir vraiment une communication, et pour convaincre quelqu'un quand on n'a pas tous nos sens. Donc, il faut être très attentif à ça. Ah ben d'accord, je l'avais déjà mis. Et du coup, et pour ça, il y a qu'en faisant, il y a qu'en pratiquant qu'à force, votre cerveau va en fait s'habituer à détecter ça. Voilà. Ensuite, l'entonnoir maintenant. L'entonnoir, c'est assez important l'entonnoir parce que ça respecte un schéma en fait mathématique classique qui va vous permettre en fait d'être closé en fait. C'est du closing et qui va vous permettre d'emmener le prospect où vous voulez. Alors on va faire un petit dessin, tiens. Comme ça permettra de partager un peu l'écran. On va le réviser cet entonnoir. Alors, je vais mettre Paint. Hop. Voilà. Je vais à présent vous partager mon écran. Voilà. On va agrandir ça. Alors, on va prendre un entonnoir comme ça. Voilà, on va mettre ça. Hop. Hop. Voilà. Et on va dire que ici, mince, je ne me sers pas souvent du logiciel. Hop, voilà. Et on va dire qu'on va symboliser un entonnoir de la sorte. Voilà.
Et votre prospect, quand il commence quand vous commencez, on va dire, votre traitement, votre prospect est ici. Voilà. Et bien, il faut l'amener ici, en fait, tout simplement. Et quand vous l'avez amené ici, vous avez votre rendez-vous. Voilà. Et puis, il faut imaginer tout au long de l'entonnoir, un peu comme je vous disais avec le tunnel, ici, voilà, tout le long, en fait, des portes de sortie. Il va essayer justement d'enfoncer des portes de sortie pour pas arriver ici, en fait. Et quand on arrive à le maintenir dans cette zone, on va dire, dans cette zone de l'entonnoir, normalement, c'est mathématique à la fin, vous avez le rendez-vous. Mais pour ça, il va falloir respecter quelques étapes. La première, on révise, on l'a vu la dernière fois. Qui c'est qui s'en rappelle, la première? En plus, vous l'avez sur le cours que j'ai envoyé. Alors, tout commence par... Alors, attendez, je vais mettre un deuxième écran, comme ça je pourrais voir le chat en même temps. Alors, une seconde. Voilà, je décale. Voilà, comme ça, si vous parlez, je verrai en même temps. OK, alors, la première, en fait, c'est l'acceptation, tout simplement. Acceptation. Oui, pas de problème, comme d'habitude. Donc, l'acceptation, en fait, ça permet tout de suite de se mettre en position parallèle et de se mettre dans une position de compréhension vis-à-vis de votre prospect. Et d'éviter surtout la confrontation. Très important, l'acceptation. Donc, votre prospect va vous dire, par exemple, je vous coupe tout de suite, je ne veux pas d'avance. Alors, par exemple, vous pouvez enchaîner, je comprends, monsieur le vendeur, c'est tout à votre honneur et audacieux de votre part, je comprends, vous avez raison. Voilà, vous avez raison, il ne faut pas hésiter à lui dire. Et là, bim, vous vous mettez en position finalement d'allié et vous vous mettez en position finalement parallèle et de compréhension. À chaque étape de l'entonnoir, en fait, donc là, partout, il va toujours falloir passer par de la reformulation. Reformulation. Pourquoi? Parce que le fait de reformuler ce que va dire votre prospect, vous allez en fait conditionner son cerveau à dire oui, en fait. Et ce sont des oui qui sont inconscients. Et quand on conditionne le cerveau à dire oui, quand vous aurez besoin de votre dernier oui, le plus important à la fin, eh bien, inconsciemment, son cerveau sera beaucoup plus ouvert à vous accepter, en fait. D'accord? Donc, ça peut être, par exemple, oui, monsieur le vendeur, je comprends, c'est tout à fait bien, vous avez raison de faire attention. Donc, si j'ai bien compris, vous ne voulez pas de professionnel. C'est bien ça. Il va vous dire oui, par exemple. La deuxième étape de l'entonnoir, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi, monsieur le vendeur, vous voulez vous couper d'une aide précieuse? Donc, du coup, on va l'emmener. Et aussi, vous constaterez qu'avec cette technique de reformulation et de yes set, on appelle ça le yes set, en fait, vous réduisez, vous empêchez un peu inconsciemment aussi votre prospect de vous rapprocher des portes de sortie. D'accord? La seule porte de sortie qui compte, c'est celle-ci, tout en bas. Ce n'est pas les autres. Donc, la deuxième étape, c'est de savoir pourquoi. Savoir pourquoi. Monsieur le vendeur, j'ai compris. C'est tout à votre honneur. OK. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? Qu'est-ce qui motive ce choix, monsieur le vendeur? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, sachant qu'il y a des professionnels compétents, et je ne suis pas le seul, d'ailleurs, n'hésitez pas à employer un langage dont ils n'ont pas forcément été. Il y a des professionnels compétents, et je ne suis pas le seul en plus. Voilà. On est toujours dans le si, on est dans l'expectative, on est dans la discussion. En fait, vous devez, en pige immobilière, et tout le temps d'ailleurs, toujours être dans la discussion, dans la collaboration, en fait. Et vous devez parler, mais seulement 20-25% du temps, en réalité. C'est lui qui doit parler. C'est comme ça qu'on gagne la confiance.
Donc, est-ce que je peux vous demander pourquoi? Qu'est-ce qui motive ce choix, monsieur le vendeur? Et là, il va vous répondre, il peut vous répondre n'importe quoi. Bon, on veut essayer seul, on ne veut pas payer, on a été déçus, j'ai des visites, j'ai ci, j'ai là, j'ai 18 offres. Il peut vous raconter n'importe quoi. Voilà. Il faut qu'il se livre d'ailleurs, il faut qu'il parle. Donc, est-ce que je peux vous demander pourquoi? Bon, on va prendre l'exemple où il va vous dire on veut essayer seul. Alors, on veut essayer seul. Est-ce qu'à votre avis, c'est la véritable objection? Donc, on veut pas. Je vous coupe tout de suite, on ne veut pas d'agence. D'accord? Pourquoi? Bon, on veut vendre seul. Est-ce qu'à votre avis, euh, c'est la vraie objection? Je veux vendre seul. Est-ce que c'est une objection, je veux vendre seul? C'est intéressant ça comme question. Bon, il semblerait que je sois seul. Alors non, c'est pas une véritable objection, je veux vendre seul. Je veux vendre seul, il faut aller plus loin, il faut aller creuser. Oui, vous voulez vendre seul, j'ai compris. Mais qu'est-ce qui fait que vous souhaitez vendre seul? Qu'est-ce qui fait, monsieur le vendeur, que sachant que la transaction immobilière, c'est oui, oui, tout à fait, mode, ça peut être effectivement un moyen de fuite. Alors, aspect financier, très intéressant. Là, on commence à rentrer dans une vraie objection. Mais je veux vendre seul, ou alors, je veux vendre seul plus cher. Là aussi, on commence à rentrer dans une vraie objection. Mais je veux vendre seul, c'est pas assez. On n'a pas assez d'éléments pour traiter, en fait. Parce que je veux vendre seul peut cacher encore des choses. C'est-à-dire que peut-être que l'aspect financier n'est pas un problème, alors même si c'est souvent le cas. Peut-être que c'est une fausse barbe. Peut-être que c'est parce qu'ils ont été déçus. Peut-être que c'est parce qu'ils ont eu des agences où il n'y avait pas de suivi. Peut-être parce que c'est parce qu'ils ne veulent pas perdre de temps. Peut-être, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc, il va falloir creuser. Encore poser une question. Très bien, monsieur le vendeur. Toujours pareil, on accepte, on reformule. C'est très bien, monsieur le vendeur. Je comprends que vous souhaitez vendre seul. C'est tout à votre honneur de vouloir tenter seul. D'ailleurs, environ 70% des gens tentent. Bon, sur les 70, il n'y en a que 20 qui arrivent, mais peu importe. En tout cas, c'est audacieux de votre part. Mais qu'est-ce qui motive ce choix, monsieur le vendeur? Qu'est-ce qui fait que... Alors, vous pouvez l'aider un petit peu. Est-ce que vous avez une nouvelle expérience? Posez des questions. Est-ce que vous ne voulez pas payer les frais d'agence? C'est ça qui vous inquiète, monsieur le vendeur? Bah ouais, c'est ça. On ne veut pas payer les frais d'agence. Je vends plus cher. Puis en plus, vous êtes tous des nuls. Ah, d'accord. Donc là, ça commence à... Ça fait beaucoup, là. Bon, c'est rare quand ils disent tous en même temps. Hein. On va prendre l'exemple d'une. On va dire on ne veut pas payer des frais d'agence, puisque c'est la dernière dans le chat. Donc là, c'est intéressant, parce que là, on est sur une vraie objection, par contre. Vous vous rappelez le son de casque qu'on avait vu? Là, on est sur la notion d'argent. Ok, monsieur le vendeur. Donc, si j'ai bien compris, vous ne souhaitez pas recevoir... Alors, sachant qu'en plus, inconsciemment, vous savez que dans votre tête, il y a environ 70 à 80% des biens qui sont en piche, qui sont en agence. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein. Donc, si j'ai bien compris, monsieur le vendeur, ce qui vous inquiète, c'est en fait de devoir payer les frais d'agence. C'est bien ça. Et là, il vous dit oui ou non. Il vous dit oui. Bon, ok. Et vous avez encore un oui. Ok. Donc, la prochaine étape du traitement, eh bien, c'est de l'isoler. Tout simplement. Parce qu'il y en a peut-être plusieurs. Alors, il y en a rarement plusieurs, enfin, je parle de vraies objections. Hein. Il y en a rarement plusieurs, mais il faut quand même passer par cette phase. Parce que si vous oubliez une objection, eh bien, vous diminuez considérablement vos chances d'avoir le rendez-vous, en fait. Donc là, on va prendre l'exemple de « je ne veux pas payer les frais d'agence ». Monsieur le vendeur, est-ce qu'il y a que ça qui vous inquiète? Est-ce qu'il faut isoler l'objection? Il faut savoir si c'est que la seule. Est-ce qu'il y a que ça qui vous inquiète, monsieur le vendeur? Est-ce qu'il y a que ça qui préoccupe, Racontez-moi, monsieur le vendeur. Vous êtes toujours dans l'empathie. Mais je vous comprends totalement, monsieur le vendeur. Mais est-ce qu'il y a que ça qui vous inquiète? Oui ou non? Il vous dit oui, on va passer à l'étape supérieure ou inférieure. Ça dépend de comment on regarde l'entonnoir. Il vous dit non. Ah, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il vous dit rarement non à cette étape de l'entonnoir. La réponse de son d'argent, or, ce n'est pas le vendeur qui s'acquitte des frais sur la pratique. Ça, c'est intéressant. C'est un levier qu'on va pouvoir utiliser effectivement. Donc, il vous a dit oui, c'est la seule. Très bien.
Donc, on a isolé l'objection, on sait qu'il n'y en a qu'une, normalement. Parce que parfois, ce n'est pas le cas. Rappelez-vous que nous avons souvent affaire à des gens qui ne sont pas cohérents avec eux-mêmes. Donc, du coup, là, on va passer à la phase traitement. Et la phase traitement, elle est super importante. Parce que en réalité, c'est qu'à ce moment-là qu'on va traiter l'objection, en fait. Parce qu'avant, vous avez vu qu'on n'a rien fait. On a juste posé des questions, en fait. On n'a rien traité. Parce qu'on sait que si on n'a pas tout simplement découvert ce qu'il avait dans les tripes, on va traiter à côté de la plaque. Et si on traite à côté de la plaque, on diminue nos chances d'avoir le rendez-vous, ou alors au pire, on l'aura dans de mauvaises conditions. C'est pas ce qu'on veut non plus. Donc on l'amène, on le guide. En fait, on le guide. Ce qui est intéressant aussi avec cette technique mathématique, c'est que c'est nous qui dictons l'entretien et que inconsciemment, on ne se met pas en position de subordination. En fait, ça c'est important aussi, de ne pas subir le rendez-vous, parce que si, enfin, la prise de rendez-vous, parce que si à ce stade-là, finalement, on se met un peu en mode soumission, en mode j'ai vraiment besoin du rendez-vous, la personne va le sentir et ça ne fait pas pro. D'accord? Donc, et ça sera pire en rendez-vous. Il y a des fortes chances pour que ce soit pire en rendez-vous vendeur. Donc, et puis du coup, on n'aura pas le mandat. Donc, c'est important de faire une bonne prise de rendez-vous parce que ça conditionne quand même le reste. Toujours là, se mettre en position parallèle, mais montrer qui c'est le pro quand même et qui c'est qui mène l'entretien. Donc, la phase traitement, vous vous rappelez que la phase traitement, on la traite avec la méthode CAP. La méthode CAP, C-A-P. Donc, caractéristique, argument, hop, et preuve. Là, si vous maîtrisez ces trois aspects, eh bien, vous allez bien traiter une objection. C'est-à-dire que vous allez partir de la caractéristique de l'objection. Donc, c'est un peu une forme de reformulation, en fait. Très bien, monsieur le vendeur, j'ai compris que vous faisiez gna gna gna. On sait pourquoi. Donc, c'est parce que monsieur le vendeur, j'ai compris que, en fait, ce qui vous inquiétait, c'était de payer la commission. C'est bien ça, monsieur le vendeur? Oui, très bien. Et là, maintenant, on va mettre un argument. On va poser un argument maintenant sur cette objection. Donc là, j'ai vu quelque chose d'intéressant dans le chat. On peut effectivement dire que physiquement, ou même, de toute façon, on ne va pas rentrer dans les notions de charge vendeur, charge acheteur, parce qu'ils connaissent, dans 99% des cas, ils ne connaissent pas. Mais vous pouvez lui dire, par exemple, comme argument, là, monsieur le vendeur, il se trouve que vous vendez votre bien. Pourquoi finalement, vous auriez de l'argent à sortir puisque vous vendez? C'est l'acheteur qui va payer la commission. En réalité, c'est l'acheteur qui va sortir l'argent, monsieur le vendeur. Ce n'est pas le vendeur. Vous comprenez? Voilà. Vous me comprenez? Voilà. N'hésitez pas à poser des petites questions intermédiaires comme ça pour toujours avoir des oui qui sont inconscients mais qui sont importants. Et en fait, à la fin, on finit avec une preuve. Et la preuve, c'est tout simplement quelque chose de matériel. C'est-à-dire qu'on va lui mettre quelque chose sous le nez de visuel. Ça peut être le mandat, par exemple. Monsieur le vendeur, si un jour on travaille ensemble et si un jour je fais l'avance, vous verrez que là, devant les yeux, je ne sais pas, apparemment, vous demandez 200 000 € net vendeur. Écoutez, vous, hormis négociation, mais qui ne rentre pas dans le cadre des honoraires, eh bien, le notaire vous fera un virement de 200 000 €. En fait, si je vous le montre, ça, alors là, on va du coup, alors, on va après aborder la partie pré-closing. Donc, vous finissez votre traitement par la caractéristique, argument et la preuve. Effectivement, vous verrez, monsieur le vendeur, que si un jour on travaille ensemble et que je fais l'avance, eh bien, le notaire vous fera le virement de votre net vendeur. Et c'est l'acheteur qui payera. C'est aussi simple que ça. Alors, Patrick, un exemple récent. J'ai vendu l'année passée un terrain 550 mètres carrés non constructible avec forage a été 40 000 €. La même chose sur 15 000 €. Le vendeur a vendu seul. MDR. J'ai pas compris. J'ai vendu l'année passée un terrain, ok, non constructible. Oui, d'accord. Une amie vient d'acheter pratiquement la même chose sur cette commune, 15 000 €. Le vendeur a vendu seul. Ah oui, en effet.
Ça fait une sacrée différence. Mais ils savent tous maintenant que c'est un manque à gagner pour eux. Bah, ça dépend. Ça dépend comment on explique les choses, en fait. Après, oui, effectivement, l'objection de vendre plus cher, on va la traiter tout à l'heure. Le vendeur voit ce que l'acquéreur paye, compare avec ce qu'il reçoit. Oui, c'est vrai. C'est vrai que s'il y a 15 000 euros entre les deux, effectivement, il peut y avoir un manque à gagner. Maintenant, on va essayer de mettre en face la balance investissement en termes de travail et de service que vous allez apporter, voilà, et aussi la partie que vous allez vraiment, mais ça on va le voir tout à l'heure, défendre vraiment le net vendeur et vous allez me faire comprendre que la négociation qu'il y a entre particuliers finalement sera bien plus importante, voire bien supérieure que vos honoraires en fait. Enfin, on verra ça tout à l'heure. C'est pas un manque à gagner, seuls ils sont confrontés au négo des particuliers. Ben voilà, c'est exactement ça. Voilà. Donc, monsieur le vendeur, c'est très simple, regardez. Je vais faire le petit schéma sur le côté droite là, pour répondre à ça rapidement. Quand vous avez un vendeur qui veut aller vers le ciel et un acheteur qui veut aller vraiment le plus bas possible, et bien là, ici, et bien regardez, ça fera bien plus que 15 000 euros de commission, en fait. Voilà. Bon, on verra ça plus tard. On doit leur faire valoir que notre intention est de vendre au meilleur prix avec des... Oui, très bien. Très bien, très bien. Alors là, on est dans l'argument sur le service, effectivement. Alors attention, parce que oui, on peut effectivement argumenter sur la notion de service, mais si vraiment la personne est focalisée finance, attention à ne pas trop s'éloigner de la partie financière, justement. La notion de service, alors sécurité c'est pareil. Rappelez-vous le Suncast, hein, sécurité, orgueil, nouveauté, argent, confort, sympathie, tout ça. En fonction des objections, vous allez pouvoir mettre les gens dans les cases et justement traiter sur vraiment ce qui fait mouche. Un professionnel fera une meilleure estimation, mettra mieux, filtrera les acheteurs, capacité d'emprunt et parfois escroc, j'ai eu le cas, et on résiste mieux à une baisse de prix. Je peux venir mercredi matin ou vendredi matin. Très bien. On fera une meilleure estimation. Alors oui, là, on est sur la notion d'estimation. Attention à ne pas, encore une fois, dépasser le cadre de la partie commission, parce que, monsieur, mais moi c'est bon, ma maison a déjà été estimée 2 fois par vos confrères. Ça me va, moi. Donc attention, effectivement. Ok, donc caractéristiques, arguments, preuves. Donc là, on était sur l'aspect financier. Donc effectivement, là, l'argument c'était je ne veux pas payer. Là, c'était pas, attention, hein, les mots, le choix des mots est extrêmement important. Parce que vous prenez des objections qui peuvent sembler pareilles. Par exemple, je ne veux pas payer de commission. C'est une objection, c'est vrai. Là, on est vraiment sur je ne veux pas payer. Mais je ne veux pas d'agence parce que votre commission va faire monter le prix de mon bien. Ce n'est pas la même objection. D'un côté, on est sur je ne veux pas payer, je ne veux pas sortir le cash de ma poche, en gros. Et l'autre, c'est je comprends, mais vos 15 000, je prends l'exemple toujours de 15 000 euros, ça va faire monter le prix de ma baraque. Déjà, je ne pourrais pas les mettre dans ma poche, bon, pour commencer. Et deux, qui me dit qu'à ce prix-là, je vais vendre? Vous voyez? Donc, on est sur des notions un peu différentes quand même. Il y a vraiment une notion différente. On est sur une notion de prix de marché, en fait. Je ne vois pas comment on peut objecter ça va faire monter le prix de mon bien. Ben alors là, c'est vrai que c'est une objection précise qui n'est pas évidente à traiter, mais on va la traiter tout à l'heure quand on sera vraiment sur les notions des traitements. Je pense qu'il faut d'abord se vendre soi dès les premiers instants, confiance, puis après le bien. Il paraît également important d'aborder et d'expliquer notre rôle d'intermédiaire et notre apport, valorisation, recherche, facilitation. Exactement. Tout ça, ce sont d'excellents arguments et tout ça, tu les gardes, entre guillemets. Tout ça, ce sont des outils, en fait, que tu gardes en poche quand tu aborderas, quand tu seras à ce stade-là du traitement, en fonction de l'argument de l'objection que tu auras, parce que si la personne te dit je ne veux pas payer vos 15 000 euros, tu auras beau dire ce que tu veux, sur le service, sur on est les meilleurs, sur votre bien il sera sur tout, je vais vous suivre.
Oui, mais je ne veux pas payer. Tu vois? Donc, attention, effectivement, à super cibler l'objection. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on passe par la partie isolée. D'accord? Alors, donc du coup, on a traité. Donc, caractéristique, argument, preuve. OK, donc là, bon, ben, je ne veux pas payer vos 15 000 euros parce que je ne veux pas payer. Voilà. Très bien, ben, monsieur le rendeur, vous avez raison. Vous vendez, vous n'avez pas forcément besoin de payer. Ça tombe bien de toute façon. Effectivement, si un jour je fais l'affaire et qu'on travaille ensemble, on est toujours dans le si, eh bien, vous verrez que le notaire, il vous fera le virement de votre net vendeur, en réalité, donc de ce que vous demandez là aujourd'hui, en réalité. Hormis s'il y a une négociation, bien sûr. Après, je ne suis pas... Voilà, vous savez très bien que les acheteurs attendent toujours. Mais ça tombe bien parce que, en ce qui me concerne, je ne sais pas comment travaillent mes confrères avec vous, mais en ce qui me concerne, je privilégie toujours le vendeur avant l'acheteur. Donc, si vous voulez, ça tombe bien, on va bien s'entendre. Alors, traitement. Ensuite, donc là, vous avez traité l'objection. Il va falloir maintenant passer sur la partie pré-closing. Et là, pour moi, c'est une partie très importante parce que c'est là, en fait, c'est quasiment là, en fait, que vous allez savoir ou pas si vous allez avoir votre rendez-vous, en fait. Donc, la partie pré-closing, tac. Donc, le pré-closing, qu'est-ce que c'est? Le pré-closing, c'est tout simplement une formule mathématique. Je vais ici vous mettre en bas la formule mathématique. Monsieur le vendeur, si je vous montre... Alors, attendez, parce que... Voilà. Monsieur le vendeur, si je vous montre pendant notre rendez-vous que, et là, du coup, on ne sait pas encore ce qu'on va mettre, est-ce que vous me recevez? Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le pré-closing. C'est toujours la même chose. Mais écoutez, si je vous montre pendant notre rendez-vous que c'est bien l'acheteur qui va me payer et que c'est écrit noir sur blanc, est-ce que vous acceptez de me recevoir? C'est toujours la même chose, la même phrase. Et ici, au niveau des pointillés, vous mettrez finalement le levier que vous avez détecté le plus, on va dire le plus pertinent par rapport à l'objection que vous avez eue. Monsieur Lander, si je vous montre pendant le rendez-vous que ce n'est pas vous qui êtes payé, c'est l'acheteur, est-ce que vous me recevez? Et là, vous allez avoir que deux cas possibles, oui ou non. Si vous avez bien respecté les étapes, eh bien, il est obligé de dire oui. Si à ce stade-là, il dit non, c'est que soit il est totalement incohérent avec lui-même, ce qui arrive, hein, soit il y a une objection qui n'a pas été découverte, ou alors il va vous sortir une fausse barbe, ou alors il va vous tester. C'est tout à fait possible. Mais ça ne sera que rarement une objection vraie là, à ce stade-là, normalement. Sauf s'il y en a une qui n'a pas été détectée. Donc si vous dites oui, eh bien c'est très bien, on finit avec le closing, et là vous avez amené votre vendeur ici. Donc closing, c'est tout simplement la proposition de rendez-vous, en fait. Et vous vous rappelez ce qu'on avait dit, c'est que la proposition de rendez-vous se fait toujours avec une question alternative. Bah oui, si c'est pas moi qui paye. Très bien. Alors du coup, je peux vous proposer jeudi à 10h ou à 11h ou mardi à 14h. Voilà. Je vous conseille de proposer 2 dates toujours. Pourquoi on ne fait pas une question fermée? Une question fermée, c'est je suis disponible mardi à 11h. Oui ou non? Ça, c'est une question fermée. Pas top. C'est pas top, c'est trop restrictif. Il faut quand même lui laisser un semblant de pouvoir. Deuxième cas de figure, question ouverte. Très bien, monsieur, quand seriez-vous disponible? C'est trop ouvert. Là, on ouvre une porte et on lui laisse sortir une fausse barbe en lui disant en fait, j'en sais rien, il faut que j'en discute avec mon conjoint. Ouais, c'est chiant ça. Donc non, ce serait dommage d'avoir fait tout ce boulot-là
pour se griller parce qu'on a posé une question ouverte. Donc, on va faire tout simplement un mix des deux, en fait. On va faire une question alternative. Je suis disponible jeudi à 11h ou vendredi à 14h. Et là, du coup, évidemment, encore une fois, évidemment, on n'aura jamais 100%. Mais, en tout cas, ce qu'on veut, c'est... Alors oui, on veut avoir 100%, mais on sait qu'on ne les aura jamais. Par contre, on veut optimiser nos chances de l'avoir. Et c'est sûr qu'avec une question alternative, on n'est pas restrictif, on n'est pas trop ouvert, on est dans le choix, en fait. On lui laisse le choix, en réalité. Donc, on optimise. Il ne va pas accepter le rendez-vous juste pour qu'on lui argumente. Il peut dire « je vous écoute ». Je n'ai pas compris. Il ne va pas accepter le rendez-vous juste pour qu'on lui argumente. Il peut dire « je vous écoute ». Je suis désolé, il faut détailler un petit peu la phrase. Je ne comprends pas trop le sens. Donc ça, c'est le cas où il dit oui. Maintenant, il vous dit non. Il vous dit, en fait, il ne va pas souhaiter un rendez-vous juste pour lui expliquer. Je crois que le mieux, c'est de prendre la parole parce que je ne sais pas si c'est moi qui suis bête. Donc, si il vous dit non à ce moment-là, eh bien, il va falloir revenir en arrière, en fait. Il va falloir tout simplement faire un retrait en arrière. Donc là, vous êtes à la phase de, voilà, on va dire que vous êtes là, de pré-closing. Eh bien, il va tout simplement falloir faire ça et revenir ici. Parce que soit il y a une objection qui n'a pas été découverte, soit il vous teste, soit c'est une fort basse. Donc, il vous dit non. Non, il faut que j'en parle à mon conjoint. Donc, je ne sais pas, vu comme ça, là, je comprends, monsieur. Donc, attention, on est toujours dans l'acceptation. Donc oui, je comprends, monsieur le vendeur, c'est important, vous vendez votre bien, puis vous êtes en plus deux propriétaires, visiblement, donc c'est important, puis même pour vous, pour le rendez-vous, il faut tout faire pour avoir tous les décisionnaires. Du coup, oui, c'est important, je comprends que vous devriez en discuter avec votre conjoint, mais vous m'avez dit tout à l'heure, sauf erreur de ma part, je reprends mes notes, vous m'avez dit que finalement, il n'y a que l'aspect financier qui vous dérange, finalement. Il n'y avait que ça qui vous inquiétait. Rassurez-moi, monsieur le vendeur, j'ai rien oublié, il n'y avait que ça. Oui, il n'y a que ça. Ou non, il y a autre chose. Mais non, il n'y a que ça. Alors du coup, si vraiment il n'y a que ça qui vous inquiète et que pendant notre rendez-vous, je vous montre que ce n'est pas vous qui payez, est-ce que vous acceptez de me recevoir? Vous allez tout simplement tenter de le recloser une deuxième fois. Souvent, ça marche. Je suis disponible, voilà, vous lui faites l'appel de rendez-vous. Si ce n'est pas possible encore une deuxième fois, eh bien, ça commence à se compliquer. Parce que là, ça veut dire que vous commencez à tomber sur un dur à cuire. Donc, même monsieur le vendeur, il n'y a que l'aspect. Oui, mais il faut que j'en parle à mon conjoint. Oui, je comprends, mais avec votre conjoint, comment dire, vous vivez sous le même toit. Donc, il ne faut pas hésiter à être cash parfois. Donc, vous êtes quand même sur la même longueur d'onde. Rassure-moi. Oui. Alors, du coup, alors du coup, là, on va faire une deuxième forme de pré-closing, c'est même monsieur le vendeur, si la décision vous appartenait à vous, et rien qu'à vous, est-ce que vous me recevez? Moi, oui, mais alors du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fixe un créneau, on met une option, parce que mon rendez-vous, mon agenda, il se remplit rapidement, puisque ça bouge beaucoup en ce moment. On met une option sur un créneau. Si c'est possible, on se dit à jeudi 14h, par exemple. Et si ce n'est pas possible, on se rappelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous convient? Et là, il y a de fortes chances pour qu'ils vous disent oui. Alors, en fait, on va revenir au début de l'entonnoir. Ça va dépendre, en fait, de la discussion que vous allez avoir. Et ça va dépendre de ce qu'on appelle le seuil de rupture. Parce que vous allez voir qu'il y en a qui vont commencer à s'agacer. Si vous repartez à zéro, il y en a, ça peut être dès la deuxième fois ou au bout de 3-4 fois. Mais à un moment donné, vous allez sentir de l'agacement. Vous allez être là, vous allez sentir, non, mais je vous dis que c'est pas possible, il faut que j'y aille. Oui, il va enfoncer une porte.
D'accord? Là, il va prendre la porte, là, il va mettre un coup de pied dedans, là, ici, là. Donc, il ne faut pas non plus qu'on en arrive là. Donc, c'est à vous aussi, c'est à nous de détecter quand ce seuil de rupture arrive. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être dans une mini... Alors, on n'est pas dans une confrontation. On est dans de la reformulation, on est dans le... Parce qu'en fait, on est en train de lui montrer qu'il n'est pas cohérent avec lui-même. Donc, forcément, parfois, ça agace. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Et puis, parfois, on n'a pas tous les éléments où il nous ment. Donc, c'est pour ça que parfois, ça peut devenir un petit peu... pas conflictuel, mais un petit peu hostile, voire tendu. Et il ne faut pas qu'il enfonce la porte, il ne faut pas qu'il se casse, parce que s'il se casse, on ne le reverra plus jamais. Parce que quand vous allez le relancer, il va vous filtrer. Il faut toujours partir sur une note positive. Donc ça veut dire que quand vous allez arriver au seuil de rupture, en fait, eh bien, vous allez faire un pas de retrait. Vous allez dire, OK, monsieur le vendeur, j'ai compris. Vous êtes un dur à cuire, j'aime ça. J'en ai fait aboutir plein des projets comme ça. Il ne faut pas hésiter à dire des trucs comme ça. Je me note de vous rappeler d'ici 5 jours, 2 semaines. C'est à vous de voir en fonction de la tension de votre marché. Et puis, je vais vous aider, monsieur le vendeur. Je vais vous aider dans votre projet. Même si on ne travaille pas ensemble, ce n'est pas grave. Je vais vous rappeler, on avait vu la dernière fois la checklist. C'est à ce moment-là que vous la sortez, la checklist. Je vais vous envoyer tout simplement une checklist qui va vous aider à vendre. Vous devez répondre positivement à tout ce qui est marqué sur la feuille pour pouvoir vendre dans de bonnes conditions. Si vous ne répondez pas correctement à toutes les questions, votre projet, tôt ou tard, vous allez être en difficulté. Bien sûr, si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous me rappelez quand vous voulez, ça ne vous engage à rien, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Vous lui envoyez la checklist par mail et vous le relancez. Et ça vous sert aussi d'amorce pour votre relance. D'accord? Je ne compte pas le nombre de ventes que j'ai faites comme ça. Il faut toujours se rappeler que derrière un non se cache toujours un oui, mais on ne sait jamais quand. Du coup, voilà. Voilà un petit peu pour la théorie. Finalement, ça a duré plus d'un quart d'heure. Mais je trouve ça super intéressant. Pour moi, c'est un jeu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des questions? Je vais vous mettre la checklist là dans la. Alors, formation de pige. Alors, alors, checklist, elle est là, ok. Alors, discussion, ok. Bureau. Alors, la checklist, c'est vraiment dans la partie organisationnelle, hein, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Usez-en. En plus, il y a plein d'intérêts. Vous allez choper un mail que vous allez pouvoir exploiter. Après, là, on rentre dans la notion de marketing digital. Mais c'est surtout qu'après, rien qu'avec le mail, vous pouvez avoir les coordonnées avec un nom. Vous imaginez, vous avez un nom, je ne sais pas moi, Jonathan.Wourt ou je ne sais pas moi, ça peut être n'importe quoi, mode ou kelly.gymnase, voilà, ça peut être plein de choses et vous allez avoir des informations. Vous allez taper son nom par exemple dans Google ou sur Facebook et vous allez choper plein de choses sur la personne. Aujourd'hui, avec Internet et un nom, on peut avoir une multitude, on peut tout savoir sur une personne. Moi, vous me donnez un nom, je trouve quasiment ce que je veux sur la personne sur Internet. Grâce au fait que sur Internet, de toute façon, bon, pas son numéro de carte bleue, évidemment, hein. Je parle des informations que tout le monde peut avoir. Sinon, je ne serais pas là, je serais en prison. Du coup, la checklist. Alors, je vous la mets. Et après, je réponds aux questions. Alors, évidemment, dans le blabla, vous allez lui dire que vous allez lui dire que c'est pour l'aider. Mais en fait, vous allez voir que dans la checklist, vous pouvez en rajouter, c'est pour ça que j'ai fait un fichier Word, hein, la liste des questions n'est pas exhaustive. Mais vous allez pouvoir rajouter plein de questions si vous voulez. Et en réalité, cette checklist est faite pour le faire douter, tout simplement. J'ai eu plein d'appels de vendeurs comme ça qui m'ont rappelé parce qu'ils me sont dit, bon, écoutez, passez parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. Voilà. Donc, cette checklist, c'est une bombe, en fait. Alors, les questions, j'en étais où, moi? Alors, il ne va pas accepter un rendez-vous juste pour qu'on lui apporte la preuve qu'on est essentiel. Déjà qu'il ne veut pas forcément nous parler.
alors il ne va pas accepter un rendez-vous. Eh bien, en fait, le secret du cursus de l'appel en pige, c'est qu'il faut qu'il accepte un rendez-vous tout simplement. En fait, c'est ça qui est rigolo, pour faire connaissance. Mais dans le cursus de l'appel, c'est pour faire connaissance et vérifier que vous pouvez faire aboutir son projet. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas lui dire que vous avez un client. Parce que ça, on n'a pas de client, on ne se connaît pas. Je n'arrive pas à lui formuler dans le pré-closing pourquoi on passe au rendez-vous. On passe au rendez-vous pour découvrir le bien et le vendeur. Le traitement de l'objection est déjà fait au téléphone. On y reviendra sans doute au rendez-vous, mais ce n'est pas le but du rendez-vous. Il y a aussi une notion importante, mais je suis sûr que vous l'avez déjà constaté, c'est que franchement, les gens ils sont dans leur vie, ils sont stressés, ils ont eu plein d'appels d'agences pour leur projet, et quand ce n'est pas que des agences, des diagnostiqueurs, des sites de PAP, tout ça, et quand vous allez arriver au rendez-vous vendeur, il aura oublié qui vous êtes. Quasiment, dans 99% des cas. Donc, tout ce que vous avez dit au téléphone, même si vous avez raconté n'importe quoi, dans 99% des cas, il aura oublié. Tellement qu'il aura eu d'appel. Donc, c'est pas grave. Vous allez arriver sur un rendez-vous vierge, en fait. La seule chose qui compte quand vous faites un rendez-vous pige, c'est d'obtenir le rendez-vous. N'importe quel moyen est bon à prendre pour obtenir votre rendez-vous. Parce que justement, on sait qu'il va tellement être débordé par les appels et par tout le monde qu'il aura oublié les 3/4 au moins de ce que vous aurez dit. Donc, alors, sauf si vraiment c'est un truc qui marque les esprits, mais normalement non. Si vous avez le temps, je vous explique ce qu'est le RIP Deal. Pas de chance, je suis tombé sur un escroc lors de ma première visite. Maison à plus d'1 million d'euros. J'ai mis 1 mois à m'en rendre compte. Le vendeur, pourtant avocat d'envergure, a mis du temps à comprendre. J'insiste donc depuis sur la protection que nous apportons. Bien sûr. Alors oui, alors le RIP Deal, je ne sais pas ce que c'est par contre. Je vais regarder tout de suite. Parce que j'aime pas savoir, j'aime pas ne pas savoir. Mais oui, alors là, effectivement, alors là, tu es sur une grosse notion de sécurité. Et là, on est vraiment sur la sécurité, ouais, tout à fait. Jonathan, tu veux que j'explique 1 minute? Ah ouais, vas-y. Transaction au pourrie, début. d'accord. Transaction pourrie. Bon, j'essaye d'expliquer, mais il y a plusieurs types de RIP Deal. Il faut aller sur Internet. Et je vais vous donner mon exemple. Mon exemple, je démarre chez Capifrance, j'ai un rendez-vous, j'y vais un dimanche, et un gars, j'ai trouvé bizarre, hein, mais bon, il était avec ses parents, j'ai trouvé tout ça très bizarre. On arrive dans cette grande maison, et le propriétaire était en déplacement ce jour-là, donc on voit sa femme. Et à peine il a fini la visite, alors c'est quelqu'un qui, soi-disant, a des biens dans le monde entier, il vient d'acheter un navire saisi par les douanes turques, enfin des histoires pas possibles, mais qui passe, tout le monde y croit. Et il fait une proposition d'achat en partant, en négociant légèrement le prix, mais pas plus que ça. Le lendemain, revisite, mais il ne m'appelle pas, il va voir le propriétaire. Moi, ce bien, je l'avais eu avec une agence donc en partage. Donc, j'avais trouvé le vendeur. L'agence m'appelle, mais on ne t'a pas appelé. Non. Ouais, mais j'ai compris après pourquoi il ne m'avait pas appelé, mon acheteur. Et donc, petit à petit, il devient ami avec ses vendeurs. Et il se tutoie, et il ramène même, il dit oui, j'ai une société au Maroc qui fabrique la pyruline, il leur ramène des sachets, super sympa et tout et tout. Puis au bout d'un moment, moi je le pousse à aller chez le notaire. Ah oui, mais on a une société en Andorre, puisqu'on habite Perpignan. J'ai l'argent, mais il fallait discuter toujours avec son conseiller, expert comptable, financier, juridique. Je l'ai eu au téléphone. Et puis, à chaque fois qu'on avait un rendez-vous chez le notaire, et moi je voulais 40 000 euros d'acompte, je voulais absolument un acompte, et il se dérobait. Ah ben non, Christian est parti d'urgence au Portugal, et rebelote. Ah ben non, Christian est parti d'urgence. Je dis ta. Et là, je commence à mettre sur Internet quelqu'un se faisant passer pour milliardaire voulant acheter un bien. Et je tombe sur le RIP Deal. Oh là 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 là. Et là, évidemment, on n'a pas la suite, parce que la suite sur Internet, je l'ai. C'est-à-dire, il y a plusieurs solutions. Il y a des RIP Deals d'envergure, surtout avec les pays de l'Est.
Vous lirez, il y a plein d'histoires. Mais la mienne, hypothétique, parce que ce que j'ai fait, moi, j'ai été inspecteur de police 1 an dans ma vie. J'ai vieux, mais j'ai des contacts. Et parmi mes contacts, il y a une major de la gendarmerie en Corse qui me dit, bon, allez, attends, donne-moi sa carte d'identité, que j'avais eu un mal fou à avoir, mais il l'avait laissée au vendeur. Ouais. Et j'ai réussi à un moment donné à l'avocat à lui dire, attendez, donnez-moi ces papiers parce que c'est louche. Il se dérobe sans arrêt, il ne vient plus signer, il y a un problème, et puis je ne lui disais pas, il devient ami avec vous. Mais... Et à la gendarme, elle me rappelle au bout de 2 jours, elle me dit, oui, 3 condamnations pour escroquerie, dont une, il s'est fait chauffer par la fluviale de Port-Vent, donc trafic avec l'étranger. Et là, je commence à prévenir l'avocat. Il me dit, mais quel est l'intérêt, etc. Et là, l'intérêt, je lui ai dit, c'est simple. Une possibilité, c'est qu'il devient tellement pote avec vous qu'il vous dit, tiens, vous n'avez pas envie de changer 40 000 euros ou 100 000 euros. Moi, j'ai des dollars en Espagne et vous allez vous faire 30 40 000 euros de com. Et le gars persuadé qu'il va lui acheter sa maison en plus. Donc, sympathique, je viens et tout, tiens, je vous fais une affaire, moi j'ai besoin de changer des dollars, par exemple, ou des francs suisses, et etc. Alors après, j'ai jamais su, moi, s'il est allé plus loin, mais voilà un exemple de Ribdil. Toujours est-il qu'il a disparu, que son adresse à Casablanca est bidon, l'adresse qu'il m'avait donnée à Canet-en-Roussillon, il n'y a personne. Ses parents, à mon avis, ce sont des personnes qu'il a louées à la maison de retraite, etc. Voilà mon Ribdil. D'accord. Ah ben ouais, c'est vrai que c'est vraiment pourri ça. Ah oui. C'est le cas de le dire. Alors, il y a d'autres cas de rip deal. Il y a des montages, il faut se méfier. Donc, moi, j'explique un petit peu parfois aux clients, disant attention, il y a des escrocs de plus en plus. Ouais. Je dis aussi aux gens, vous savez, on a de plus en moins envie de vendre des voitures en direct parce qu'on tombe sur des gens qui, le lendemain, vont faire un autre contrôle technique et les chargent dans les poux, les chargent des poux dans la tête, etc. Et ben, les maisons, on a de plus en plus aussi des acheteurs qui sont très pointus au niveau juridique et qui, peut-être derrière, vont se retourner contre vous. Mais en plus, il y a de plus en plus d'escrocs et il faut qu'on vous en protège. Maintenant, après tout, hein, si vous êtes grand garçon, prenez le risque. Est-ce qu'il y a d'autres Bon, personnes, voilà. est-ce qu'il y a d'autres personnes dans l'audience où des histoires similaires sont arrivées comme ça? Moi, personnellement, un truc comme ça m'est jamais arrivé. Et j'en ai quand même fait des transactions. Alors là, je pense que ça reste quand même assez rare. Mais c'est vrai que quand ça arrive, ça te fait tourner en bourrique, quoi. Tu peux l'avoir sur des fonds de commerce. Ah ouais? D'accord. Sur des fonds de commerce, tu peux l'avoir. Moi, j'ai eu le cas sur le mien, où j'avais été démarché par une société espagnole. D'accord. Il fallait que j'aille en Italie pour signer l'offre. Ouais. En fait, c'est des fonds pour ça, Tracfin. Et là, c'est des fonds en fait qui transitent sur du blanchiment d'argent. Alors, le blanchiment d'argent, c'est pas d'où ça vient exactement, mais ça transite beaucoup par la Belgique. D'accord. Bah, c'est pour ça que du coup, on est soumis à Tracfin. Hein. C'est pour ce genre de choses aussi. Hein. C'est ça, ouais, c'est ça, parce que ils sont déplacés, tu pars avec des mallettes généralement. Ouais. Il m'avait proposé 400 000 euros en espèces, tu vois. Ah, bah tu les as acceptés. Non. Non, j'avais pas envie de me faire arrêter à la douane, tu vois. Ah, c'est clair, voilà, t'es pas bien là. Ah là, c'est clair, tu perds ton commerce et tu perds tout ce que tu as. Ah bah là, je pense qu'après. Ça arrive souvent, c'est un peu le rip deal, le rip deal financier, quoi. D'accord, bah, disons. Voilà. Ah, d'accord. Non, ouais, moi, ça m'est jamais arrivé, moi, des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, merci pour ce partage. J'ai appris un truc. Pour moi, l'objection la plus compliquée est celle des honoraires. Le fait de dire que les acheteurs qui payent les honoraires, ok, on va détailler. Souvent, les vendeurs ouvrent leurs portes et vont dire qu'on dispose d'un potentiel client. Alors justement, faire attention avec il y a des mots à bannir en pige. Et pour moi, les 2 principaux mots à bannir en pige, c'est client et mandat. On va détailler après. Il est assez rare que les rendez-vous aient lieu au premier appel. Par contre, le fait de rappeler fonctionne assez bien pour ma part. Voilà, ben, très bien. Et ça, alors oui, c'est tout à fait vrai. Et rappelez-vous, dans le cadre du suivi qu'on a vu la dernière fois, avec le classeur, vous savez, le classeur mensuel, vous allez savoir jour après jour exactement ce que vous allez pouvoir relancer.
l'amorce comment dire, l'amorce de la checklist est très intéressante pour rappeler le vendeur, puisque vous allez tout simplement entamer le rendez-vous comme ça. Alors, c'est Jonathan à l'appareil. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez reçu ma checklist? Est-ce qu'elle vous a aidé? Est-ce que vous avez besoin qu'on éclaircisse certains points? Racontez-moi. Et puis là, après, vous allez tout simplement essayer d'avoir un autre rendez-vous. Bah oui, justement, il fallait que je vous parle. Combien de fois on m'a fait ça aussi? Tac, tac, tac. D'où notre formation blanchie. Oui, tout à fait, oui. Ça m'est arrivé pour la vente d'une chambre d'hôte. D'accord. Donc, on voit quand même que c'est sur certaines niches assez spécialisées quand même que ça arrive. Fonds de commerce, chambre d'hôte, ça doit être sur des budgets assez conséquents et c'est pas sur le bien de monsieur, madame, tout le monde, quoi, en gros, pour résumer. Si, Jonathan, j'ai trouvé, après, en cherchant, tu vois, sur Internet, une Ouais. dame sur Lyon, ou la région lyonnaise, D'accord. dans les 250 000 euros sa maison, des jeunes, et les jeunes lui ont proposé des billets de 500 euros en disant, écoutez, ça nous arrange, si vous pouvez, on vous laisse une commission, allez, admettons, de 10 000, 15 000, 20 000, et vous nous donnez des petites coupures en 100 euros, et ça nous arrange parce qu'on n'arrive pas à les écouler. La dame n'a pas dit non, elle a appelé la gendarmerie, et au moment de la transaction, les gendarmes sont venus, c'était des billets, des faux billets. Ah, mais carrément en plus. Oui. D'accord. Bon, alors, maintenant, on va attaquer la deuxième partie, la troisième, je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième. Alors, on va faire du traitement. Alors, ce que je vous propose, c'est de réfléchir 5 minutes, 2 minutes aux objections qui vous embêtent le plus. J'ai vu qu'il y en avait déjà dans la liste. On fait 2 minutes, on réfléchit 2 minutes aux objections qui vous embêtent le plus. Et donc là, on est vraiment sur les objections précises. Et maintenant, on va chercher les leviers. Et on va surtout essayer de réfléchir qu'est-ce qu'il y a derrière l'objection. Parce que, encore une fois, l'objection, c'est qu'une façade. Il faut réfléchir à ce qu'il y a derrière. Parce que si on ne trouve pas ce qu'il y a derrière, eh bien, malheureusement, on va être à côté. Alors, on fait 2 minutes de pause, le temps de réfléchir, et après, on attaque. Je vais mettre sur pause. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Je ne veux pas d'agent. J'ai mis mon bien d'agence et personne n'a vendu. On préfère vendre de PAP. J'ai le temps, je ne suis pas pressé. Je ne veux pas d'agence, je vends par moi-même. J'ai marqué mon annonce. Oui, c'est bon ça. Ah bah désolé, je n'avais pas vu. Amenez-moi les clients d'abord. Ah, ça c'est sympa ça. Amenez-moi les clients d'abord et on signe après. Vous êtes comme les autres. On est tous les mêmes. On est tous fait pareil. Ah, vous avez raison, on est tous nuls. Ce qui est piégeant, bon, je vais les prendre une par une en fait, mais il y en a pas mal. Alors, tac. Alors, je ne veux pas d'agent. Je ne veux pas d'agent. Donc, on a vu que ce n'était pas une vraie objection. D'accord? Donc là, il faut passer par le questionnement. Vous ne voulez pas d'agent, d'accord? Vous avez raison, j'ai compris. Mais qu'est-ce qui motive ce choix? Là, il faut vraiment poser des questions pour savoir. Parce que je ne veux pas d'agent. Ouais, mais on est les meilleurs. Ouais, mais on n'est pas cher. Ouais, mais si. Ouais, mais là. Oui, mais c'est pas grave, je ne veux pas d'agent. Voilà, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez tomber dans un dialogue de sourds. Donc, je ne veux pas d'agent n'est pas une objection. Il faut creuser. Il faudra poser au moins une question de plus minimum justement pour découvrir là où les vraies objections. J'ai mis mon bien en agence et personne n'a vendu. Ah, là, on est sur une vraie objection en revanche. J'ai mis mon bien en agence et personne n'a vendu. Alors, très bien, monsieur le vendeur. Ok. Donc, si j'ai bien compris, vous avez déjà sollicité des professionnels, ou ils vont solliciter, et ils n'ont pas vendu. D'accord. Alors là, il va falloir poser d'autres questions. C'est toujours pareil, des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, racontez-moi. Pourquoi toujours essayer d'impliquer votre prospect dans la discussion. Et à votre avis, monsieur le vendeur, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas vendu? Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté? C'était quand? Combien de temps vous leur avez laissé leur chance? À quel prix?
Alors, le prix, vous n'êtes même pas obligé de rentrer dedans pour l'instant. Mais qu'est-ce qui fait, monsieur le vendeur, à votre avis, qui n'ont pas vendu? Il faut le faire parler, en fait. Parce qu'effectivement, il a mis son bien en agence et personne n'a vendu. Donc, pour lui, du coup, il fait l'amalgame entre les professionnels qu'il a sollicités et vous. Donc, il va falloir essayer, encore une fois, de poser des questions pour en savoir plus. Ah, d'accord, donc ils n'ont pas vendu parce que… en plus, souvent, ils me disent parce que je pense qu'on était un peu cher, parce que j'avais pas de compte rendu, parce qu'ils sont nuls, parce qu'il n'y avait pas de diffusion, parce que si, parce que là. Quoi? Vous êtes en train de me dire que vous avez sollicité des professionnels et qu'en fait, ils n'ont pas fait le travail, en fait. Si j'ai bien compris, c'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est bien ça? Oui. D'accord. Donc, voilà. Là, on est vraiment sur la compétence. Mais je comprends. C'est effectivement… donc, on est toujours dans la compréhension. Je comprends. C'est jamais agréable, effectivement, de donner votre confiance à un professionnel et qu'il ne fasse pas le job. Donc, ça… c'est sûr que c'est un peu embêtant. Mais je vous mets à l'aise. Bon, c'est comme, je ne sais pas dans quelle profession vous êtes, mais je pense que c'est comme partout, c'est comme en immobilier. Il y a des bons et des mauvais partout. En immobilier, c'est pareil. Il y a des bons et des mauvais. Voilà. Et si un jour, effectivement, on travaille ensemble, ce qu'on pourra faire, effectivement, c'est un engagement d'action. Donc là, vous apportez la preuve. Je suis parti de j'ai mis mon bien en agence et personne n'a vendu. Bon, il faut poser des questions quand même, il faut continuer à poser des questions pour vraiment savoir pourquoi, pour essayer d'argumenter sur quelque chose de précis. On va essayer de trouver un argument face finalement à ce manque de compétences et de travail. On va essayer de lui faire comprendre qu'il ne faut pas faire l'amalgame parce que tout le monde n'est pas nul en immobilier, comme dans votre métier, monsieur le vendeur. Et là, effectivement, pour la preuve, l'idée, ça va être de le rassurer sur du factuel, et là, vous pouvez mettre en place un engagement d'action, même si, en plus, vous savez que normalement, sur les mandats, il doit y avoir marqué les moyens mis en œuvre pour faire aboutir votre projet. Et si c'est une exclue, il doit même y avoir le détail des comptes rendus. Ça, c'est juridique en plus, c'est la loi Allure. Est-ce que ça a été fait, monsieur le vendeur? Ah ben non, évidemment. Bon, très bien. Et si pendant notre rendez-vous, je vous montre qu'effectivement, on ne travaille pas tous comme ça et que je m'engagerai sur un engagement d'action. Effectivement, attention, si un jour, on est toujours dans le conditionnel, hein, c'est important, parce qu'on n'arrive pas, on ne va pas travailler ensemble, on va peut-être travailler ensemble, d'accord? Il faut toujours limiter cette notion d'engagement. Il ne faut jamais que le prospect se sente engagé. Donc la preuve, ça peut être l'engagement d'action ou de renseigner sur le mandat. Après, attention, si on emploie le mot mandat, parce que vous savez que c'est un mot interdit en pige, donc on va plutôt parler d'un engagement d'action. Et si effectivement l'engagement d'action n'est pas respecté, eh bien, notre relation s'arrêtera instantanément. Voilà, ça peut être un levier. On préfère vendre de paie à paie. Alors là, c'est pareil. On est sur la notion il faut continuer à creuser. Oui, je comprends. C'est à votre honneur de vouloir vendre de particulier à particulier. D'ailleurs, certains portails sont faits pour ça, avec leurs limites. Mais qu'est-ce qui motive ce choix, sachant que vous avez quand même des professionnels reconnus sur votre secteur? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous souhaitez vous passer les services d'un professionnel? Bon, très souvent, on va partir sur la notion de prix après. Hein. On préfère vendre de PAP. Okay. J'ai le temps, je ne suis pas pressé. Alors ça, c'est une objection que je ne sais pas si vous l'avez, mais celle-là au téléphone, on l'a rarement quand même. Hein. Ou alors, ça arrive dans un second temps. J'ai le temps, je ne suis pas pressé. Alors, celle-là, donc toujours pareil, on va partir sur se mettre en position parallèle. Donc oui, je comprends, donc c'est votre projet, visiblement vous avez le temps. Et là, il va falloir essayer de savoir pourquoi ils vont. D'accord? Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous vous séparez de votre bien? Donc là, on va essayer de discuter avec la personne et d'instaurer un climat de confiance. Donc qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous vendez votre bien, en fait, monsieur le vendeur? Qu'est-ce qui motive votre vente? Et il va falloir essayer de détecter les vraies motivations de la vente, en fait, et justement de lui faire comprendre que finalement, le temps joue contre lui. Je comprends, monsieur le vendeur. Vous avez le temps, votre projet, visiblement, il n'est pas pressé. Enfin, subjectivement, il n'est pas pressé. Par contre, objectivement, monsieur le vendeur, est-ce que vous savez que le temps joue contre vous si vous ne vendez pas dans les 3 mois, par exemple? Et là, vous allez pouvoir essayer de faire un peu de marketing de la peur, d'essayer de jouer sur le phénomène d'usure.
vous savez qu'un bien qui reste plusieurs semaines sur la toile, monsieur le vendeur, c'est un bien usé sur le marché, c'est un bien qui renvoie une image d'invendu. Donc, il se peut que votre projet ne soit pas urgent. Par contre, aujourd'hui, avec Internet, en réalité, les projets deviennent de fait, en termes de visibilité et de communication urgents, de fait qu'aujourd'hui, un acheteur, c'est un internaute. Aujourd'hui, un acheteur, c'est un internaute. Et l'internaute, il a tous les moyens pour savoir depuis quand votre bien est disponible. Et s'il s'aperçoit que ça fait plusieurs semaines qu'il est disponible, ben votre bien va renvoyer une image d'invendu, en fait. Et ça, c'est très mauvais pour l'image de votre bien parce qu'en réalité, ben, plus votre bien va rester longtemps en fait en publication, et plus vous risquez finalement de vendre en dessous de ce que vous espérez, et plus vous risquez d'avoir en fait de la négociation. Est-ce que, monsieur le vendeur, vous souhaitez que votre... Toujours poser des questions. Est-ce que vous avez envie que votre bien renvoie une image d'invendu? Est-ce que vous avez envie finalement de prendre le risque que votre bien s'use sur le marché et que du coup, vous incitez à la négociation de la part des acheteurs? Parce qu'il y a des outils aussi qui permettent de le savoir. Vous pouvez lui parler de Castorus, par exemple. Voilà. Donc moi, je partirais sur cette voie-là pour le « je ne suis pas pressé ». Si, en réalité, si. Je ne veux pas d'agence, je veux en par moi-même. Ça, on l'a vu. J'ai marqué dans mon annonce que je ne voulais pas être contacté. Alors, ça, c'est intéressant. Tout ce que vous dites est intéressant, mais celle-là, je l'aime bien. Parce que souvent, en fait, c'est agence s'abstenir, en fait. Là, ce serait simple. Oui, effectivement, j'ai vu que vous avez j'ai vu que vous avez marqué agence s'abstenir. Ça tombe bien, je ne suis pas une agence. Alors ça, c'est facile. Moi, je le faisais comme ça. Je le faisais cash. Oui, effectivement, j'ai l'annonce sous les yeux, là. Je vous voyais. Effectivement, je le vois, mais je me suis permis d'appeler parce que je n'ai absolument rien à voir avec une agence. J'ai fait justement, monsieur le vendeur, le choix de travailler à mon compte, en fait, et de travailler ma propre philosophie de l'immobilier et de travailler au plus proche de ma clientèle pour apporter, effectivement, alors là, on peut partir sur cette notion de service et apporter le meilleur service de proximité pour justement, déjà, éviter les contraintes de l'agence. Donc, c'est pour ça que je me suis permis d'appeler, en réalité. Et puis, si un jour on se rencontre, eh bien, je vous montrerai effectivement que je n'ai rien à voir avec une agence et que la façon de travailler est certes similaire, mais quand même est beaucoup plus adéquate et beaucoup plus ciblée en termes de stratégie. Voilà. On peut partir sur cette notion-là. Quelqu'un veut parler? J'entends un micro, c'est pour ça. Oui, moi je veux bien. Parce oui. Que c'est moi qui ai mis je veux pas d'agence. Moi, je suis en agence. Ah, désolé. C'est vrai que je prends la notion mandataire, mais c'est vrai que, d'accord. Alors, tu es en agence. Et du coup, on va reprendre l'objection alors. Ça tombe bien, je suis en agence. Alors, s'il y a marqué, oui, alors évidemment, même si on est en agence, c'est pas grave. Hein. Moi j'ai appelé. Alors là, c'est un choix. Certains n'appellent pas, ne veulent pas appeler. Bon, c'est un choix. Moi, je trouve ça dommage, mais moi, j'ai appelé. J'ai appelé quand même. Bon, alors là, si tu es en agence, effectivement, tu ne vas pas pouvoir trouver ce levier, forcément, parce que là, ça ne va pas marcher. Donc, moi, je te conseille quand même de partir sur la notion de... Parce que tu n'es pas salarié, tu es agent commercial. Donc, oui, effectivement. Oui. Voilà. Donc, je te conseille de partir sur la notion d'indépendance, en fait. C'est-à-dire que l'objection, tu ne vas pas là, parce que c'est vrai que tu es en agence, donc c'est compliqué de dire que tu n'es pas en agence, tu ne peux pas le dire. Donc là, en fait, la technique du traitement, ça ne va pas être de la traiter de manière, on va dire, frontale. L'objection, ça va être plutôt de l'éviter, en fait, de la dévier. Il faut dévier l'objection, en réalité, parce que tu ne peux pas la traiter vraiment... oui, tu es en agence, donc tu ne peux pas lui dire que tu n'es pas en agence. Donc là, je te conseille de dévier l'objection et de partir sur des notions que tu travailles à ton compte, en fait. De lui dire que, effectivement, je vois que vous ne souhaitez pas travailler, que vous avez marqué agence atelier, donc tu commences pareil, mais moi, j'ai fait le choix de travailler à mon compte. En fait, je travaille en profession libérale, hein, je travaille à mon compte en tant qu'agent commercial, ce qui me permet de travailler avec, pareil, l'indépendance la plus totale, mais c'est pareil. Là, on est vraiment dans le traitement.
ce que je te conseille avant d'arriver à ce traitement pur et dur, c'est de savoir pourquoi. Monsieur le vendeur, effectivement, je le vois, effectivement, je suis devant votre annonce, donc je vois que vous avez marqué agence s'abstenir. Bon, moi, ça tombe bien, monsieur le vendeur, je travaille à mon compte, je travaille en profession libérale, hein, avec un réseau qui s'appelle Expertimo. Mais qu'est-ce qui motive ce choix? Qu'est-ce qui fait? J'enchaînerai vite sur des questions pour le faire parler et essayer de trouver la vraie objection ou les vraies objections du je veux pas d'agence pour le dévier un petit peu, cette objection, en fait. Là, je pense que la stratégie, c'est de dévier l'objection. En fait, partir sur la notion de je travaille en profession libérale à mon compte, finalement, de t'éloigner un petit peu de cette notion d'agence et en même temps de rapidement enchaîner sur trouver là où les vraies objections pour pouvoir les traiter, en réalité. De l'amener rapidement à l'étape d'après. Voilà. De lui faire un peu oublier cette notion d'agence. Voilà. On va d'abord amenez-moi des clients d'abord, on signe après. Alors, ça aussi, ça arrive souvent. Alors, effectivement, monsieur le vendeur, effectivement, ça peut, je comprends tout à fait, vous souhaitez que j'amène mes prospects. Je peux le faire, effectivement, je peux le faire avec, surtout si vous faites la technique du scénario qu'on a vu la dernière fois, vous pouvez lui dire, effectivement, on peut travailler avec, un professionnel peut travailler avec un moyen de recherche, c'est tout à fait possible. Mais, monsieur le vendeur, si vous étiez acheteur et qu'on vous sollicitait pour trouver un projet, comment allez-vous justifier des honoraires? Si je vous amène, déjà on ne se connaît pas, monsieur le vendeur. Si je viens chez vous, on ne se connaît pas, avec une personne que vous ne connaissez pas, est-ce que vous vous sentez en sécurité, déjà, pour commencer? Ensuite, mettez-vous à la place, je comprends, monsieur le vendeur, il n'y a pas de problème, je peux l'amener. Maintenant, si vous êtes acheteur et que vous me sollicitez pour le vendre un bien que je ne connais pas, comment voulez-vous, si vous voulez, que je vende votre projet? Je ne connais pas votre projet et je ne connais pas votre bien de fond en comble. Or, un commercial, voilà, que ce soit de l'immobilier ou n'importe quoi, il a besoin de connaître son produit à fond. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, au préalable, j'ai besoin qu'on se rencontre, surtout pour voir si votre bien est vendable, parce que je ne connais pas votre projet, je ne connais pas les antécédents de votre bien pour pouvoir le vendre dans de bonnes conditions. Il me faut des armes, il me faut vraiment des arguments pour défendre votre bien, monsieur, auprès de mes prospects. Et pour ça, j'ai besoin d'en savoir plus sur votre projet, et des simples photos ne suffisent pas quand on vend un bien immobilier, parce qu'un bien immobilier, c'est complexe. Il y a des notions juridiques, il y a des notions de droit, il y a des notions commerciales, il y a beaucoup de choses à voir, il y a des notions techniques, et je dois justifier de mes honoraires. Si je fais, monsieur le vendeur, être mandataire immobilier ou un professionnel immobilier, ce n'est pas juste faire visiter un bien, c'est accompagner les parties, différentes parties. Et si je fais visiter un bien sans l'avoir vu, sans faire connaître votre projet, eh bien, je ne défends personne en réalité. C'est pour ça que j'ai besoin de faire votre connaissance. Vous êtes d'accord? Vous finissez toujours avec une petite question. Vous êtes d'accord? Ben oui, c'est logique. S'il dit non, c'est qu'il n'est pas cohérent. Personne ne peut dire non à ce moment-là. Ou alors c'est une faute d'âme. Donc là, ouais, je jouerai sur les clients, je jouerai sur l'aspect effectivement qu'on ne se connaît pas et que je ne connais pas le projet, en fait, et que pour mériter quand même mes commissions, mon salaire, ce que vous voulez, eh bien, il va falloir quand même que j'en sache plus sur votre projet pour vérifier si, justement, pour ne pas vous faire perdre de temps, monsieur le vendeur, que votre projet coïncide effectivement avec ceux de mes prospects, en réalité. Voilà. Après, vous pouvez aussi aller... Mais ça, il s'en fout un petit peu plus, mais vous pouvez aussi jouer sur la RCP. Monsieur le vendeur, pour pouvoir quand même être protégé aussi, j'ai quand même besoin de... Bref, non, laissez tomber. J'ai rien dit. Je me trompe d'objection. Alors, j'en suis où? Donc, amenez-moi les clients. OK. Vous êtes comme les autres. Ah bon, monsieur le vendeur, expliquez-moi. Comment sont les autres? Parce que je ne sais pas. Expliquez-moi quel genre de fréquentation vous avez eu et quel genre de relation vous avez eu et d'expérience vous avez eu avec justement les autres, parce que ça m'intéresse, expliquez-moi. Donc là, c'est pareil, il faut lui poser les questions, toujours pareil, pour lui tirer les verres du nez
pour savoir justement comment sont les autres et qui sont les autres. Qui sont les autres, monsieur le vendeur? Ça m'intéresse. Parce que, bon, vous n'y croyez pas vous-même. Vous savez très bien qu'on n'est pas tous pareils. Vous ne croyez pas ce que vous dites, monsieur le vendeur. Combien de fois je l'ai dit, ça aussi? Non, non. Vous êtes comme les autres, ça peut être un test aussi. Hein. Ce qui est piégeant avec ce type de ribnet, c'est que le vendeur est persuadé que son acheteur va lui acheter sa maison. Ah, alors là, par contre, on s'éloigne du sujet. La sympathie s'installe. Le seul but de l'acheteur est de réaliser la fraude. D'accord. Ma maison est en bois. Si vous n'avez pas de connaissances dans ce domaine, cela n'avancera pas pour la vendre. Ah, alors ça, c'est vraiment, c'est vraiment une objection super précise. Celle-là, je ne l'ai jamais eue. Donc là, on est sur l'aspect technique. On est sur l'aspect technique du bâtiment. Alors là, c'est intéressant. Donc, si vous pigez un bien en bois, je vous invite effectivement pour anticiper ce genre d'objection, effectivement, de regarder 2-3 bricoles sur les constructions en bois. Maintenant, monsieur le vendeur, là, en fait, je ferai une partie de ping-pong. Monsieur le vendeur, vous êtes en train de me dire vous êtes en train de sous-entendre que je n'ai pas de connaissances dans le bâtiment, c'est ça? Est-ce que c'est ça que vous entendez, monsieur le vendeur? Voilà, essayez de lui tirer les verres du nez un petit peu comme ça. Et qu'est-ce qui vous fait dire que je n'ai pas de connaissances dans le bâtiment, puisque ça fait X années que je fais de l'immobilier, des biens en bois, j'en ai déjà vendu. Bon, je pense sincèrement, si un jour on se rencontre, avoir les qualifications et les compétences pour pouvoir faire aboutir votre projet, bien que ce soit une maison en bois, puisque finalement, qu'est-ce qui change? C'est le revêtement. Votre maison, elle a un toit, elle a des murs, il y a de l'isolation. L'aspect juridique, c'est exactement la même chose. Bon, non, mais monsieur le vendeur, votre maison en bois ne me fait pas peur. Ce n'est pas la première que je vois. Je préfère une agence. Je préfère une agence. Alors oui, ça arrive, c'est vrai que ça arrive effectivement que du coup, il y ait l'inverse. Et alors, souvent, ça arrive quand des vendeurs ont une mauvaise expérience avec des mandataires. Et donc là, vous payez un peu les pots cassés du travail qui a été fait. Donc, le vendeur, pour se rassurer, il va vouloir une agence qui a pignon sur rue, parce que ça le rassure, tout simplement. Donc, monsieur le vendeur, je comprends, là, si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que vous souhaitez, si un jour, parce que attention, hein, je ne connais pas votre projet, je ne sais pas si on peut travailler ensemble, mais si en tout cas vous deviez confier votre projet à un professionnel, vous préfériez que ça soit une agence qui a pignon sur rue, une agence vitrée, si j'ai bien compris, c'est bien ça. Donc il va vous dire oui. Et là, il faut savoir pourquoi. On est encore une fois, on est dans les questions. Pourquoi préférez-vous une agence vitrée, si ce n'est que pour payer plus cher? Vous savez que les honoraires des agences sont plus chers quand même. Vous le savez, monsieur le vendeur, que vous allez payer au moins 400 000 € de plus. Pour rien. Vous le savez ou pas? Ah, ils ne vous l'ont pas dit. Bon, vous pouvez jouer comme ça, mais c'est surtout que vous allez jouer sur effectivement savoir pourquoi, en fait. Est-ce que c'est parce qu'il a été déçu? Est-ce que c'est parce que ça le rassure? Parce que vous savez, monsieur, que nous, Réseau Expert Immo, on est quand même aussi un réseau d'agence. On a toutes les compétences en interne. Et que vous avez 99% de chance, alors 99% j'exagère, mais vous avez 80% de chance que la personne que vous recevrez chez vous, bien qu'elle soit en agence, ait exactement le même statut que moi. Soit un agent commercial. Donc, du coup, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer finalement pourquoi vous préférez une agence, si ce n'est qu'à vous coûter plus cher, dans la majorité des cas, puisque on a tous les mêmes clients, visiblement. Mais là, il faut creuser. Je préfère une agence. Là, ce n'est pas une objection. C'est pourquoi vous préférez une agence. On est un peu dans le « je ne veux pas d'agence ». C'est pareil. Je préfère une agence, mais très bien. Mais pourquoi? Explique-moi. Il m'en faut plus si on veut traiter. Vos honoraires sont exorbitants. Haussmann ne prend que 5 000 €. Déjà, excusez-moi, monsieur le vendeur, mais comment vous connaissez mes honoraires, puisque c'est la première fois que je vous appelle? Alors ça, c'est plus une objection qu'on va avoir en rendez-vous vendeur. Mais pourquoi pas?
ça peut arriver, ça peut arriver, mais monsieur le vendeur, vous me parlez d'honoraires, mais je m'excuse, mais je ne connais pas votre bien. Bon, j'ai votre tranche de prix, mais comment se fait-il que vous connaissiez mes honoraires, sachant qu'on ne se connaît pas et qu'on n'a rien signé ensemble? Bonjour madame. Ah, bonjour. Je vais couper le micro. Donc, sur l'aspect, vous risquez plutôt d'avoir quels sont vos frais d'agence. Ça, oui, ça arrive souvent en pige. Et là, l'idée, c'est de contourner l'objection. Écoutez, je ne sais pas, je ne connais pas votre bien. Ça, je peux le savoir qu'en rendez-vous vendeur. Voilà, l'idée, c'est justement, là, on est dans un contournement de l'objection. Mais vos honoraires sont-ils exorbitants? Ça, c'est qu'au préalable, il s'est renseigné avant que vous appeliez. Non, cette objection, je ne la vois vraiment pas en pige. Ramène-moi le client et après le mandat. Alors ça, c'est pareil, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc on l'a vu, il faut jouer sur l'aspect effectivement sécurité et sur l'aspect qu'on a besoin d'en savoir plus sur le projet, justement, pour travailler dans de bonnes conditions et optimiser les chances pour vous, monsieur le vendeur, de vendre. Quel commercial je serais si je viens et que je n'ai pas vu le bien? Je vais passer pour un rigolo, monsieur le vendeur. Vous êtes d'accord avec moi? Ou si même je vois le bien, bon, ça n'a pas l'air d'être un bien compliqué à vendre, mais que je ne connais pas votre projet. Comment je fais, moi, après, pour vos projets de délai, vos contraintes? Je ne connais rien de vous, monsieur le vendeur. Donc, c'est important parce que dans une transaction immobilière, il y a le bien, effectivement, qu'on vend, mais avant de vendre un bien, on gère des projets, et votre projet, je ne le connais pas. Donc, si je ne le connais pas, je ne peux pas vendre dans de bonnes conditions sur place, et ça ne fait pas pro. Donc, c'est pour ça que finalement, on a besoin de se rencontrer. Enfin, un vrai professionnel travaille comme ça, monsieur le vendeur, en tout cas. Remettez-moi le client. Vous ne savez pas lire l'annonce? Pas d'agence. Alors ça, on l'a vu tout à l'heure. Si, ça, on l'a déjà dit des fois. Et si, j'ai appris au CP. Comme ça, je leur disais des fois. Si, j'ai appris au CP à lire et je m'en sors pas trop mal depuis. Bon, dans la majorité des cas, ils rigolaient, donc après, on pouvait continuer l'appel, mais c'est arrivé une fois ou deux qui raccrochent. Hein. Mais vous vous rappelez, ça fait partie des 5% où il faut se faire plaisir. Hein. Il y a des fois où il faut, hein, quand même. Ça permet de décompresser. Concernant la maison en bois, réponse toute trouvée, j'ai un acheteur spécialiste du bois, surtout au niveau des chèques. Bon humour à 2 balles. Alors ça, c'est excellent, ça. Ça aussi, il ne faut pas hésiter à manier l'humour au téléphone, parce que vous allez vous démarquer. Parce que beaucoup de professionnels, déjà, se sentent pas à l'aise, mais si vous avez arrivé, et ça, il n'y a que la pratique qui va le faire, et c'est vrai que je m'en tapais tellement qu'à la fin, je la faisais même sans réfléchir, et puis j'y allais cash souvent, surtout moi sur mon secteur, hein, c'était des bons campagnards bien bourrus. Bah, du coup, c'était comme une deuxième nature en réalité. Mais oui, il ne faut pas hésiter à leur faire comprendre que vous avez le rendez-vous, c'est bien, mais si vous ne l'avez pas, c'est surtout pour eux que ça aille en réalité. C'est plus embêtant pour eux que pour vous en réalité. Jamais se mettre en lien de subordination. Je crois qu'il n'y a que 40% des chercheurs qui regardent le PAP. Alors ça, oui, ça c'est un levier intéressant sur justement, je veux vendre de PAP. Ça peut être un levier intéressant dans le traitement, effectivement. Donc là, sur les ventes de PAP, on peut jouer sur le marketing de la peur, sur le fait que, surtout en ce moment d'ailleurs, que les financements, il y a beaucoup de refus de prêts entre PAP, que notre rôle est de sécuriser. Alors attention, en fonction du profit qu'on a. Donc si on argumente sur ça, c'est vraiment parce que la personne, par exemple, a été échaudée parce qu'il y a eu un refus de prêt ou parce qu'effectivement, la personne est un peu anxieuse. C'est pour les tempéraments anxieux. Donc, effectivement, monsieur le vendeur, est-ce que vous savez que 40% des ventes de PAP, ou même vous pouvez monter jusqu'à 60% des ventes de PAP, ne vont pas jusqu'au bout suite à des refus de prêt ou des acheteurs qui disparaissent dans la nature? On est à plus de 60% des transactions. Donc, effectivement, le rôle du professionnel est de sécuriser votre transaction tout en vendant au meilleur prix pour vous dans les meilleures conditions. Et si un jour on se rencontre, je vous montrerai, grâce à l'engagement d'action qu'on peut mettre en place, comment ça va se passer. Est-ce que ça vous parle? J'ai eu l'objection que je n'ai pas de vitrine comme une agence.
bien sûr, ce n'est que les touristes qui regardent, mais elle n'a rien voulu savoir. Effectivement, la vitrine physique, une fois, je l'ai eu ça. Et j'avais fait comme ça. Une vitrine physique? Mais on n'est plus dans les années 80. Monsieur le vendeur, monsieur, en plus, il y avait le nom, c'était monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait, monsieur X. Mais est-ce que vous savez que 95% du marché aujourd'hui, le premier contact passe par les portails d'annonces sur Internet? Est-ce que vous êtes au courant? Voilà. Bon, c'est la méthode un peu bourrin. Attention. Je vous invite si vous n'êtes pas à l'aise avec la méthode bourrin, elle est un peu plus soft. Effectivement, je comprends. La vitrine est un petit plus pour le local. C'est tout à fait logique, surtout pour les gens qui se baladent. C'est vrai aussi. En revanche, pour les acheteurs sérieux, monsieur le vendeur, est-ce que vous savez que 95% du marché en France passe par les portails d'annonces? Et qui plus est, des portails d'annonces auxquels vous n'avez pas accès. Type Se Loger, par exemple, monsieur le vendeur. Est-ce que vous êtes au courant? Non? Ben écoutez, si pour notre rendez-vous, je vous montre l'intégralité des sites avec lesquels on risque de travailler. Parce qu'encore une fois, le seul risque que vous prenez, monsieur le vendeur, c'est que je vende votre bien. Est-ce que vous acceptez de me recevoir? Vous pouvez tenter un petit pré-closing comme ça. Voilà. Maintenant, ils mettent agence et main. Ouais, ça arrive. Bon, on a eu tout. Hein. Ils mettent agence, mandataire. J'ai eu marchand de tapis. Il y a eu de tout. Hein. Oui, c'est vrai. Mandataire. Alors parfois aussi, ce qui arrive souvent quand ils mettent agence et mandataire, c'est que ça peut être aussi un professionnel de l'immobilier qui vend son bien. Alors moi, évidemment, j'appelle quand même. On va appeler. Mais là, comme on sait qu'on a quand même, que vraiment, on n'a vraiment pas les chiffres qui parlent pour nous dans ce cas, moi là, je vais tenter un coup d'audace, en fait. C'est-à-dire que je vais commencer mon rendez-vous comme d'habitude. Et si la personne direct elle me coupe, elle me dit, non mais attendez, j'ai mis agence et mandataire, s'abstenir. Je dis, bah oui, je l'ai vu, monsieur le vendeur, mais écoutez, je comprends aussi que vous avez un projet de vente, et comme, si vous voulez, je suis d'un tempérament audacieux, c'est pour ça que je fais beaucoup de ventes sur le secteur, je me suis quand même permis d'appeler. Voilà. Moi, j'enchaîne comme ça. Et parfois ça passe, parfois ça casse. Voilà. Mais là, on est sur un cas où vraiment, on a tellement peu de chances d'avoir le rendez-vous quand ils mettent agence et mandataire s'abstenir. Mais attention, ça, c'est la méthode bourrin. On peut aussi tenter la méthode compréhension. Bah, oui, je comprends, mais figurez-vous, je suis audacieux. C'est pour ça que je fais beaucoup de ventes sur le secteur, d'ailleurs, entre vous et moi. Mais je souhaitais savoir pourquoi, en réalité. Je souhaitais savoir, parce que si je comprends bien en lisant votre annonce, vous refusez tout professionnel de l'immobilier. Et je souhaitais savoir pourquoi, tout simplement, pour comprendre les motivations voilà, qui puissent amener un particulier, un vendeur, à se débrouiller seul, en fait. Ça m'intéresse, c'est juste pour ça. Voilà, vous pouvez tenter la méthode tenter de dévier un petit peu du coup ça et essayer encore une fois de découvrir là où les vraies objections. Je suis audacieux et en fait je voulais tout simplement savoir ce qui pouvait motiver, sachant qu'elle est professionnelle, compétente et reconnue sur le secteur, hein, et je ne suis pas le seul, qu'est-ce qui motivait finalement ce choix de ne pas recevoir de professionnels en fait? Qu'est-ce qui vous inquiète en fait? C'est quoi le problème? Voilà. Et puis après, je lui fais cracher les verres du nez. Et puis, j'essaie de traiter. Oui, ils mettent agence et mandataire indépendant. Voilà, c'est pareil. Qu'est-ce que vous avez de plus qu'une agence? Ah, ça, c'est intéressant. Alors là, c'est pareil. On est souvent sur... on est souvent sur une objection de test. Donc du coup, on ne va pas y répondre. Il ne faut pas y répondre à cette objection, en réalité, en pige immobilière. Il faut la contourner et il faut la dévier et y répondre en rendez-vous vendeur, en fait. Sauf si vraiment la personne insiste. Mais si elle pose la question qu'une seule fois, on va plutôt partir sur, écoutez, beaucoup de choses en réalité. Et ce que je vous propose, c'est ce qu'on se rencontre pour faire connaissance. Et je vous montrerai tout noir sur blanc. J'ai plein de supports à vous montrer, vous allez voir. Ça va être super intéressant. Vous pouvez partir sur un discours comme ça.
et essayer d'enjamber l'objection et d'obtenir le rendez-vous. Maintenant, si elle vous repose la question, c'est que c'est important pour elle et il va falloir y répondre. Et on peut y répondre de manière détournée. C'est-à-dire, il ne faut pas y répondre cash, parce que vous allez tomber dans une partie de ping-pong, en fait, où la personne, elle va vous dire « Ouais, mais ça, il fait ça ». Vous allez lui dire « Oui, mais lui, il fait ça. Oui, mais lui, il fait ça. Nani, nana ». Donc là, en fait, on va plutôt poser des questions. Mais, monsieur le vendeur, qu'est-ce que vous attendez d'une agence en réalité? L'idée, c'est de retourner la situation en lui posant des questions. Mais pour vous, c'est quoi un professionnel parfait? Qu'est-ce que vous attendez d'une agence en réalité? Ou alors, dans les professionnels que vous avez mandatés, qu'est-ce qui vous apporte? Qu'est-ce que vous attendez? Voilà. Et après, elle vous apporte tout sur un plateau. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est en fait faire un peu d'anti-vente et de dire, en fait, rien, monsieur le vendeur. En termes d'outils, je ne vais rien vous apporter de plus. Vous savez, monsieur le vendeur, on a tous les mêmes outils, on a tous les mêmes logiciels, on a tous les mêmes moyens, on a tous les mêmes acheteurs. Donc, je ne vais rien vous apporter de plus. Et là, la personne va faire, qu'est-ce qu'il me raconte? Et là, bim, vous rebondissez et vous dites, en revanche, ce qui va changer grandement, c'est la qualité de la relation, des services et de l'expérience que je vais vous faire vivre. Parce qu'effectivement, vous avez raison. Vous avez raison. Techniquement, je ne peux rien vous apporter de plus, sauf si l'agence ou le professionnel est nul. En revanche, ce qui va vraiment faire la différence, c'est la qualité de la relation, de l'accompagnement que l'on va avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que votre projet il fonctionne, il faut que vous travaillez avec un professionnel de confiance. Pour ça, il faut qu'on se rencontre déjà pour faire connaissance. Et il faut que vous bénéficiez d'un accompagnement et d'un suivi irréprochable. Surtout s'il a signé un mandat et qu'il n'a pas de nouvelles en plus. Et pour ça, c'est pour ça que je me suis mis à mon compte. Et c'est pour ça que même si le soir, le week-end, mes clients ont besoin de moi, je réponds au téléphone. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est la qualité du service. Parce que vous avez raison. Demain, vous mettez votre... demain, d'ailleurs, il y est déjà. Vous mettez votre bien sur le bon coin, vous pouvez vendre tout seul. Bon, vous risquez fortement de ne pas vendre dans de bonnes conditions. Mais ça, on y reviendra plus tard. En revanche, la qualité de la relation et le professionnalisme dont je dispose peut faire en sorte que vous allez vendre dans de bonnes conditions. Arrêtez. Et après, vous partez sur un pré-closing. Vous partez sur un engagement d'action et vous partez sur un pré-closing. Et si je vous montre pendant notre rendez-vous vendeur, effectivement, que vous n'aurez rien à faire et que la seule chose, si un jour on travaille ensemble, c'est de signer le compromis de vente chez le notaire, est-ce que vous acceptez de me recevoir? Voilà. Je peux l'enchaîner comme ça. Objection fausse. Les honoraires ne sont pas plus élevés en agence. Alors, celles qui sont sur mon secteur, si, ça c'est sûr. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. De plus en plus d'agences se mettent c'est vrai, hein, aux alentours des 4,5% à l'instar des mandataires. Donc, mais ça, beaucoup de particuliers ne le voient pas. Mais si on vous le dit, parce que c'est vrai, on peut le dire, mais non, j'ai vu deux agences et bon, ils sont pas super chers. Hein. Mais encore une fois, si vous arrivez là, c'est que la personne a connaissance de votre barème. Et à ce stade, c'est quand même super rare. Je ne vois pas comment la personne pourrait avoir connaissance de votre barème. Donc là, effectivement, la personne peut dire non, moi j'ai vu des mandataires et j'ai vu des agences et le barème était pareil à peu près. Hein. Je dis, oui, c'est vrai, vous avez raison, de plus en plus d'agences, effectivement, se mettent au barème des mandataires, ou du moins essayent de faire pareil. C'est vrai, ça arrive. En revanche, en ce qui me concerne, grâce au partenariat que j'ai avec Expertimo, donc là, on ne va pas dire 100%, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on peut trouver un levier à ce niveau-là. Grâce au partenariat que j'ai avec le réseau Expertimo, effectivement, ça nous permet de travailler vraiment avec des honoraires ultra adaptés par rapport au secteur et souvent bien moins chers. Mais attention, hein, attention de ne pas partir sur un discours où on commence à parler de bradage de low cost. D'accord ? Parce que, monsieur le vendeur, qu'est-ce qui fait la différence entre EasyJet et Air France ?
Bon, bah, sur SJZ, vous partez de l'avion, vous avez mal au dos, quoi. C'est du low cost, vous savez. Donc attention, et c'est quand même plus grave pour un projet immobilier, parce que le projet immobilier, au mieux, vous allez perdre quelques semaines, au pire, si vous n'avez pas de service et que vous n'avez pas de vérification de solvabilité d'acheteur, par exemple, des choses comme ça, vous pouvez perdre 6 mois, 8 mois sur votre projet. Donc attention, effectivement, à ne pas partir sur ce genre de discours, mieux vaut les avoir en rendez-vous vendeur. C'est beaucoup plus pratique. L'agence X prend 5 000 €. Voilà, on est exactement dans ça. Voilà, il y a aussi des agences low cost. Il y en a, mais l'expérience montre qu'elles ne durent pas longtemps. Hein. Tout ce qui est 2%, etc., IMO, tout ça, ça n'a jamais vraiment marché en réalité. Hein. Contourner, à combien sont vos honoraires? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est effectivement, il faut enjamber cette objection parce que sinon vous allez partir dans une balle de ping-pong. Même si vous lui dites je suis à 1%, ils vont vous trouver un truc à dire. Donc là, la technique, c'est vraiment de l'enjamber et d'enchaîner sur le rendez-vous, de dire écoutez, je ne sais pas, en fait, parce que je ne connais pas votre projet, je ne connais pas votre bien, en réalité. Et en fonction de votre projet, je pourrais vous répondre, en réalité. Et qu'à ce moment-là, et puis de toute façon, monsieur le vendeur, vous en foutez, c'est pas vous qui payez. Voilà. Vous pouvez finir comme ça. Justement, combien de temps faut-il que je m'abstienne? Que je m'abstienne à quoi? Maintenant, c'est le bon coin. Jonathan, je suis désolé. Ok, à bientôt. À quand un book commercial? On est en train de travailler dessus, justement. Ce matin, j'ai fait du contenu pour ça, justement. On est en train ce matin, j'ai travaillé sur une chemise cartonnée en A3 que vous allez plier en deux, que vous allez pouvoir laisser chez le vendeur. Donc, on est en train de travailler sur ça par rapport au clan, vous savez, qui va sortir d'ici quelques jours. En 2 clics, obligation de voir les honoraires. Oui. Alors, effectivement, ça c'est sur le site. Alors, je crois pas que c'est 2 clics. Le texte, précisément, je crois que c'est alors ça, c'est l'arrêté du 17 janvier. Je vais regarder tout de suite. Je crois que c'est accessible rapidement, le texte, il dit. Alors, après, on est parti sur 2 clics, mais alors, je crois que c'est l'arrêté du 10 janvier 2017. Alors, l'arrêté du 10 janvier 2017, qu'est-ce qu'il dit? Clic. Pour l'affichage du barème. Bon, après, je ne vais pas lire l'arrêté, mais oui, si vous dites 2 clics, je vous crois. Mais oui, effectivement, c'est très proche de la page d'accueil. 2 clics maximum. Les prix maximum, lorsque le barème... Juste une seconde. Hein. Voilà. Elles doivent également être aisément accessibles sur tout service de communication au public en ligne dédié aux professionnels et à partir de toute publicité relative à la vente, à la location d'un bien déterminé sur un support dématérialisé, en fait. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est l'arrêté qui a été modifié, vous vous rappelez, par l'arrêté du 26 janvier 2022. Et donc, alors après, c'était peut-être, il y a tellement de trucs, c'était peut-être la DGCCRF qui avait mis une recommandation de 2 clics. Mais le texte en lui-même, j'y suis là devant, elles doivent être également être affichées, accessibles, dédiées. Voilà. Le texte est aisément accessible. Voilà. Bon, 2 clics, c'est très bien. Hein.
Alors, les clients disent souvent, vous avez moins de frais et vous êtes au même barème que les agences. Vous avez moins de frais et vous êtes… Ben, en fait, ce sont les agences, monsieur le vendeur, qui se sont bien offrées. Parce que figurez-vous que c'est plutôt les agences qui se sont qui s'alignent sur nous. Ce n'est pas nous qui nous… En réalité, c'est monsieur le vendeur, c'est peut-être les agences qui ont pris, qui prenaient très cher et qui se sont bien agressées pendant des années. Parce que c'est plus elles qui se mettent à notre portée maintenant plutôt que nous à la leur. En réalité, la vérité, c'est plutôt ça, monsieur le vendeur. Maintenant, est-ce que vous connaissez mes frais, monsieur le vendeur? Est-ce que vous savez? Donc là, je ferai comme le notaire. Et vous savez, dans un compromis, vous le voyez toujours pendant les notaires, pendant le rendez-vous, le notaire, il dit toujours, bon, allez, déjà, il ne dit jamais frais de notaire, enfin, c'est rare. Il dit souvent les frais d'acquisition. Il va vous dire, alors, allez, bim, 5% à l'État, et à la fin, il reste 1% à l'étude. Voilà. Et arrêtez sur 12 000 euros de frais de notaire, il y a 2 500 euros qui partent à l'étude. Bon, ben là, c'est pareil, je ferai pareil. Monsieur le vendeur, est-ce que vous avez une idée des charges qu'un professionnel, dont je fais partie, supporte sur une commission? Est-ce que vous avez une idée de quelles sont ces charges? Est-ce que vous savez que vous devez diviser par 3,5 le chiffre finalement que l'acheteur va payer pour pouvoir finalement avoir mon net imposable, parce qu'après, il faut encore sortir l'imposition. Mais ça, vous inquiétez pas, monsieur le vendeur. Je me ferai un plaisir de vous le décortiquer pendant notre rendez-vous vendeur. Je partirai direct sur un rendez-vous vendeur. Voilà. Du coup, on ne va pas avoir le temps de faire des sketchs, parce qu'il est déjà 16 heures. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, ça va faire l'objet de faire un troisième, un troisième coaching, mais là où on fait que des sketchs, quoi. Est-ce que j'ai bien répondu à vos objections? Est-ce que vous y voyez un petit peu plus clair pour vous? En fait, le secret, c'est vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière l'objection et de comprendre la notion psychologique. En fait, le plus important, la clé, elle est là. C'est le levier, il est là. La clé de l'entonnoir, c'est de comprendre la notion psychologique qu'il y a derrière l'objection. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le temps? Et quand vous avez trouvé la clé, en fait, eh bien là, vous allez trouver le levier adapté. Vous allez trouver l'argument. Et pour ça, après, c'est facile. Trouver l'argument, parce que vous les connaissez tous, les arguments. Vous les avez tous en poche, les arguments. Après, il y a des petits leviers, il y a des petits trucs. Après, il y a des petites phrases comme ça. En fait, on est vraiment dans le relationnel, on est vraiment dans le blabla. Parfois, le vendeur, à la fin, le vendeur, il est un peu hésitant. Et il y a des petits leviers qui vont me permettre de finir d'enfoncer le millimètre du clou. Vous savez, ça va être par exemple d'avoir une petite phrase du style vous savez, monsieur le vendeur, le seul risque que vous prenez, c'est que je vende votre bien. Hein. Voilà. Parfois, ça peut finir d'enfoncer le clou. Il y a un autre levier intéressant, c'est, vous savez, monsieur le vendeur, à la fin de notre rendez-vous, il peut se passer que 3 choses. C'est 1, vous acceptez qu'on travaille ensemble. 2, vous refusez. 3, je refuse. Oh, oui, c'est vrai. Vous avez le droit, et j'ai le droit de refuser aussi. Vous savez, l'anti-vente, ça marche bien aussi. Hein. Vous savez, monsieur le vendeur, moi, je travaille qu'avec des gens qui comprennent la valeur de mon métier et la valeur d'une transaction immobilière, outre l'aspect financier. Je travaille qu'avec des gens qui comprennent cela. Donc, moi, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, ce n'est pas un problème. On ne travaillera pas ensemble. Ça permet vraiment de diminuer vraiment cette notion d'engagement et surtout, d'éviter la notion de subordination. Alors, Raphaël, je te mets tout de suite les documents. Concernant l'objection sur les honoraires, ce n'est pas clair pour moi. Alors, peux-tu… tiens, je comprends que ce n'est pas clair pour toi, mais peux-tu m'en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Qu'est-ce qui n'est pas clair sur le traitement des honoraires? Alors, je préfère… Oui, c'est mieux.
Oui, c'est mieux. En fait, souvent, enfin, moi, je trouve l'objection la plus importante, c'est justement sur les honoraires. Ouais, Et donc, la question va venir obligatoirement, quels sont vos honoraires? Donc, d'accord. on a chacun nos honoraires, hein, ça peut être des honoraires en mandat simple, en mandat exclusif, Mhm. éventuellement. Enfin, on a un barème chacun. Donc, D'accord. ça, je trouve que déjà, c'est très difficile de passer à côté de ça, parce que la Mhm. question, elle est quand même assez directe. D'accord. Et de dire aux clients que c'est l'acquéreur qui va payer, alors que c'est à la charge vendeur quand on va prendre un mandat. Mhm. Donc, du coup, je trouve ça, c'est pas clair, parce que de toute façon, l'acquéreur, il pense toujours payer les honoraires, et le vendeur, il pense payer les honoraires aussi, puisque de toute façon, il va toucher 200 000 moins 15 000 d'honoraires, par exemple. Donc, il perd toujours 15 000. Enfin, dans la tête des gens, pour moi, c'est comme ça. Mhm. Donc, j'ai beaucoup de mal à propos des honoraires, oui, de D'accord. retomber sur ma pied. Alors, déjà, est-ce que tu as beaucoup de vendeurs qui te parlent de la charge vendeur et acquéreur au téléphone? Non, non, alors ça, non. Mais C'est nous, sûr. parfois, on peut s'engager là-dedans, puisqu'on va dire, ben non, vous inquiétez pas, c'est l'acquéreur qui va payer. Donc, on se tire une balle dans le pied déjà avec ça. Ben, alors, bon, déjà, encore une fois, quand tu seras en rendez-vous vendeur, tu as 99% de chances qu'il ait oublié tout ça. Mais peu importe. Admettons, il remet ça sur le tapis. Si vraiment tu n'as pas le choix, qu'est-ce qui t'embête de faire un mandat de vente à charge acquéreur, finalement? Oh, ben, en fait, c'est plus les notaires hein, qui les aiment pas, hein, les charges Le notaire, il n'a pas le acquéreurs. choix. Le notaire n'a absolument pas le choix que de marquer dans le compromis ce que tu lui apportes. Il n'a aucun pouvoir juridique pour t'obliger, alors sauf, et encore, c'est même pas de son ressort. Effectivement, si tu as un mandat de vente, charge vendeur, et que effectivement, tu signes un compromis charge acquéreur, tu n'as pas le droit à tes honoraires. Ça, on est d'accord. Ça, c'est l'aspect juridique. Par contre, si tu as un mandat charge acquéreur, mais tu es tranquille. Tu as un mandat charge acquéreur, donc tu feras un compromis charge acquéreur. Ça, c'est pas un problème. Et Oui, là, alors je suis d'accord avec toi, mais enfin, je pensais qu'on avait dit que, hormis pour des successions ou des choses comme ça, on devait toujours rester en mandat charge vendeur. Moi, j'avais compris ça comme ça. alors, avant, oui et non, mais c'était par rapport au respect du barème. En réalité, parce que le calcul n'est pas le même, parce que Hmm. c'était l'arrêté du 10 janvier 2017 qui disait que les honoraires affichés devaient être les honoraires pratiqués. Or, mais personne ne fait ça sur la fin. J'ai jamais vu ça sur la pratique. Or, c'est vrai. Si vraiment tu appliques au millimètre le barème, il y a quelques dizaines, centaines, voire dizaines d'euros de différence, vu que le calcul de la charge des acquéreurs, de charge acquéreur n'est pas la même que la charge vendeur. Et effectivement, si tu as un barème charge vendeur et que tu fais un mandat charge acquéreur, bah, du coup, du coup, pardon, tu n'as pas de barème charge vendeur, charge acquéreur, mais si tu as un mandat charge vendeur et que tu fais une charge acquéreur, tu ne respectes pas ton barème, en fait, parce qu'il y avait quelques euros de Oui, différence. oui, À oui. l'époque, c'est vrai, c'était Hmm. ça. Mais maintenant que on est plus sur ça, maintenant on est sur cette notion de barème maximum, en réalité, tu fais ce que tu veux maintenant, juridiquement. D'accord. Hmm. Donc, aucun problème par rapport à ça. Tu peux faire un barème charge acquéreur si vraiment tu n'as pas le choix. Alors après, c'est mieux de faire un barème vendeur, hein, attention. Moi, je suis un grand partisan du barème, pardon, du mandat charge vendeur, parce que surtout en ce moment, avec les banques qui ont du mal à sortir l'argent, on peut se retrouver avec des banques qui ne financent pas la commission, puisque quand la commission fait partie de la charge vendeur, bah, elle fait partie du prix de l'immobilier. Donc du coup, c'est mieux, c'est plus sécurisant. C'est plus sécurisant d'avoir, pour nous déjà, pour avoir un barème charge vendeur. Et puis ça limite aussi la négociation parce que du coup, bah, les honoraires sont invisibles pour l'acheteur. Puisque c'est vrai que juridiquement, ce n'est pas l'acheteur qui paye, c'est le vendeur. Mais ça, on s'en fout de tout ça à ce stade. Parce que ça, effectivement, si vraiment tu as besoin de l'expliquer, ça sera au rendez-vous vendeur, en réalité. Alors, normalement, tu as assez de levier pour pouvoir l'enjamber au stade de la pige, pour avoir le rendez-vous.
Ben, c'est pas grave. Donc, quel est l'objet, on va le voir. Quelle est l'objection que tu as alors, du coup? Comment ça se matérialise au téléphone? Qu'est-ce qu'il te dit, le vendeur? Ben, en fait, alors, pour moi, en règle générale, quand ils vendent seuls, ils sont toujours assez hauts en prix. C'est rarement l'affaire du siècle. Donc, ce qu'ils disent, c'est que en fait, si tu rajoutes tes honoraires, ben, c'est invendable. D'accord. OK. Voilà. Donc là, monsieur le vendeur, vous êtes en train de me dire que vous pensez que si on rajoute mes honoraires à votre net vendeur, en fait, personne ne va acheter, c'est ça? Oui. D'accord. Je comprends. C'est une pensée tout à fait légitime. Mais comment était fixé le prix, monsieur le vendeur? Qui c'est qui a fixé le prix? Est-ce que vous avez fait venir des professionnels? Est-ce que c'est vous tout seul? Est-ce que vous avez comparé? Bah, enfin, moi, je dirais qu'en règle générale, ils se sont un peu renseignés. Maintenant, sur Internet, on trouve un petit peu, que ce soit sur plein de sites, on trouve un petit peu les prix moyens, etc. Ils se réfèrent quand même beaucoup à ça. Donc là, je fais comme si tu étais le vendeur. Oui. Donc, vous êtes en train de me dire que vous avez finalement fait une étude comparative de marché sur les biens qu'il y a à vendre pour déterminer votre prix. C'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord, je comprends. Bon, écoutez, peut-être que ce prix est juste ou peut-être pas. Comment réagit le marché? Est-ce que vous avez de l'appel? Est-ce que vous avez des visites? Est-ce que vous avez déjà signé des offres? Comment ça se passe un petit peu au niveau du marché? Eh bien, écoutez, il y a des appels, mais Ouais. pas d'offres, rien. Et des visites un peu peut-être? Ben oui, il y a toujours oui, des visites, D'accord. mais pas de rien de concluant. Bon, c'est intéressant parce que déjà, monsieur le vendeur, si vous avez des visites, il semblerait que vous n'ayez pas été trop mauvais sur votre avis de valeur parce qu'un bien qui est publié, ne serait-ce que allez, 10 à 15% du marché, ne gérera aucun mouvement. Maintenant, ce qui peut être intéressant, parce que bon, là, je vois que vous en demandez 200 000 euros. Je prends l'exemple de 200 000. Bon, moi, je travaille avec des honoraires très adaptés sur le secteur. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis à mon compte en profession libérale. Mais ce qui sera intéressant, c'est peut-être d'avoir un avis de valeur précis d'un professionnel, ça n'engage à rien, en plus, vous n'avez absolument rien à sortir comme argent, pour essayer d'affiner cet avis de valeur, qui nous dit d'ailleurs que vous ne pourriez pas avoir un petit peu plus. Et je ne suis pas convaincu que finalement les honoraires, surtout par rapport à la demande que j'ai en portefeuille, soient un frein en réalité à la vente. Est-ce que vous comprenez? Moi, ce que je comprends, c'est surtout si moi, j'ai besoin de ces 200 000. Alors, si on part là-dessus avec des honoraires, puisque aujourd'hui, je n'ai pas vendu, je ne vois pas ce que vous allez m'apporter de plus. D'accord. Et si dans 2 semaines, par exemple, je me projette, si dans 2 semaines, alors je ne peux pas vous le promettre, parce que évidemment, je ne suis pas un menteur, je suis un vrai professionnel, je ne suis pas un marchand de tapis, mais si potentiellement, je suis capable de vous faire signer un compromis de vente dans les 2 semaines ou dans le mois, est-ce qu'au moins vous acceptez de me recevoir pour que je fasse connaissance de votre projet? Dit comme ça. Tu es quasiment obligé de dire oui en réalité. Mais oui. C'est une méthode mathématique. Alors, il y aura toujours des noms. Mais alors ça, là, on était sur un vrai pré-closing. Tu as vu, c'est toujours la même phrase. Oui. Et j'ai argumenté sur ton objection précise. Alors là, en l'occurrence, c'était le fait que les honoraires pouvaient monter vraiment le prix. Donc, je me suis tout simplement appuyé sur ce que tu as dit pour faire le pré-closing. Et si tu dis non à ce stade-là, non, nanana, c'est pas grave, on reviendra au début. Vous m'avez dit finalement, IMAC, que ce qui vous inquiétait finalement, c'était que les honoraires augmentent trop significativement le prix de vente pour qu'ils soient vendables. C'est bien ça? Oui. Voilà, donc le fameux oui, qui a son importance. Puis après, tu continues. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé du coup? Est-ce qu'il y a autre chose qui vous inquiète en fait? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Disons que c'est assez prétentieux de dire, puisque ça n'a pas été vendu déjà à mon prix 200 000, que dans le mois qui suit, voilà, on fera affaire, quoi. Voilà, c'est un peu
enfin, difficile à comprendre, mais bon. Exactement, vous avez entièrement raison. C'est pour ça que je parle au conditionnel. Parce que vous savez, Madame Imac, Oui, c'est Myriam. pour Myriam, pour qu'un projet immobilier puisse trouver preneur dans les meilleures conditions et donc au meilleur prix, il faut travailler sur une stratégie de visibilité, de valorisation et de prix. Bon, là, il semblerait qu'au niveau du prix, on ne soit pas trop mal. Mais encore une fois, ça nécessite une visite. Maintenant, je ne sais pas encore ce qui a été fait en stratégie de valorisation et de prix. Et pour ça, il faut qu'on se rencontre. C'est pour ça que je vous propose qu'on se rencontre pour faire connaissance. Et à l'issue de notre rencontre, je vais rapidement savoir si je peux faire quelque chose pour vous. Voilà. Puis après, tu le précloses, tu l'enchaînes, tu proposes le rendez-vous. Et s'il dit non, eh bien, reviens, c'est pas grave. Ah bon, j'ai loupé quelque chose. Et puis, si la personne commence à s'agacer, là, attention au seuil de rupture et attention, effectivement, à que la personne n'enfonce pas une porte. Parce que si la personne enfonce la porte… bien sûr, oui. C'est mort après, c'est dur. Voilà. Parce qu'attention, si la personne vraiment commence à s'agacer, s'énerver, mieux vaut faire « Ok, monsieur le vendeur, je comprends, vous êtes audacieux, c'est tout à votre honneur. Cependant, je me note de vous rappeler d'ici 5 jours afin de prendre de vos nouvelles. Je vous envoie la checklist et puis pige suivante. Quoi. Voilà. OK. Voilà. Est-ce que ça va pour toi? Est-ce que tu veux qu'on creuse encore un peu plus? Pour aujourd'hui, ça va. On verra pour le prochain. Ouais, non, parce que qu'est-ce qui fait, monsieur le vendeur, enfin, qu'est-ce qui fait que vous pensiez que mes honoraires, qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs, va vraiment faire en sorte que votre bien soit invendable? Vous pensez qu'un acheteur qui a 200 000 euros, il n'a pas 208 000 euros ou 209 000 euros? Vous pensez vraiment ça, monsieur le vendeur? Alors, il y a une question dans le chat, je crois. Oui. Alors, le barème vendeur, j'ai répondu. Les acheteurs qui passent de particulier à particulier ne passeront jamais par agence, et à l'inverse, les acheteurs qui passent par agence ne passeront jamais par des particuliers. Alors là, on est sur une certitude. Les acheteurs qui passent de particulier à particulier ne passeront jamais par agence. En fait, les acheteurs, fondamentalement parlant, ils n'ont pas le choix que de passer par l'intermédiaire ou le particulier qui a publié. Si je publie une exclue ou même un mandat simple avec une exclue morale et que le particulier ne publie pas, il n'aura pas le choix que de passer par un professionnel. Il me semble. Et le vendeur, c'est pareil. Le vendeur, je ne compte pas le nombre de fois où on… Attention aux croyances limitantes. Je ne compte pas le nombre de fois où on m'a dit je ne signerai pas de mandat au téléphone et que je suis parti avec une exclue. Alors c'est pareil. L'objection, je ne signerai pas de mandat au téléphone, ça arrive souvent, ça. On n'y a pas répondu aujourd'hui, c'est rigolo. Là, moi, je faisais tout le temps d'anti-vente. Un mandat? Mais monsieur le vendeur, je me suis mis à mon compte pour faire aboutir des projets. Je n'ai absolument rien à faire du mandat, monsieur le vendeur. C'est pas ça qui me fait rire. C'est pas le mandat. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un second temps, je ne sais même pas si on va travailler ensemble. Alors, le mandat, vous savez, on en est très loin du mandat. Parce que souvent, quand ils disent « je ne veux pas de mandat », il y a une notion d'engagement, en fait. Ils ont peur d'être engagés. Donc, nous, notre rôle, c'est de les rassurer au fait qu'ils vont être libres de signer ou pas, en fait. C'est eux qui vont choisir, même si on les oriente, c'est eux qui vont choisir, en réalité. Et qu'on ne sait même pas si on va travailler ensemble. C'est une constatation. D'accord, Dominique. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui, s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà. Eh bien, c'était sympa. Donc, on se voit la semaine prochaine. Il y a un truc la semaine prochaine. Je vais regarder l'agenda. Je vais arrêter l'enregistrement, du coup.